Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. 21h32 avec une minute de retard, 2 minutes, 3 minutes. On va sans plus tarder inviter les personnes qui doivent intervenir. Comme les fois dernières, on va attendre. Je vais parler tout seul. Voilà, je sais que vous êtes là. Hop là. On va attendre tout de suite, on va attaquer tout de suite. On va dans le direct, en concret. Bonsoir à tous, bonsoir Célia. On parle de la Coupe du Monde de football au Qatar. Salut Salif, Bonsoir, ça va? ça va et toi? Très très bien, très très bien. Alors Princesse Aurore a dit je connais pas le sujet, ouais c'est sur la Coupe du Monde au Qatar. Donc il y a Nadia qui est avec nous. On va attendre tranquillement que les gens arrivent. On va inviter Gamal qui va nous faire une petite présentation un peu de cette région parce que on parle beaucoup de cette Coupe du Monde, mais qui peut situer le Qatar sur une carte? Toi je le sais que tu peux, mais, mais et puis les enjeux stratégiques aussi également. C'est important parce qu'on on peut pas parler de cette Coupe du Monde sans avoir les enjeux stratégiques. Il y a forcément des enjeux stratégiques, financiers et politiques à la fois, puisqu'on on a vu récemment dans Canard enchaîné que la France elle a envoyé 180 gendarmes, 10 chiens pour assurer la sécurité. Donc on ne peut pas à la fois s'indigner et envoyer des gendarmes pour assurer la sécurité des spectateurs. Donc, déjà, attends un petit peu, j'attends que Pas de souci. Gamal arrive. Déjà, merci à toi de venir sur ce live, hein. Bah merci hein, depuis le temps. Et puis oui, depuis le temps, et puis sans connaissance de cause. Ah, Gamal, Ah, il est en prison, il est avec nous. ouais, pratiquement, c'est presque une prison. Ah ouais, parce que j'ai vu le lire, je me suis dit, ah, Euh, ça va tomber. Bonsoir Gamal, Bonsoir, ça va bien? Bonsoir. ça va. Bonsoir, Avec nous, il y a Nadia qui est avec nous. enchanté. On va faire une petite présentation, parce que c'est important, Mhm. une petite présentation pour que les gens puissent un peu savoir qui est qui fait quoi. On va commencer par Nadia, hein, galant oblige, je me suis Gamal. Tu connais, hein. Bien sûr. Bah bonsoir, moi je suis Nadia. Du coup, bah, je suis entrepreneuse, mais j'ai vécu au Moyen-Orient et du coup, voilà, je suis revenue vivre en France depuis un an. Et du coup, bah, je suis un peu ce qui se passe niveau actualité. Donc tous les sujets comme ça, croquants, moi, ça me donne envie de débat. Donc du coup, c'était une bonne idée. Voilà, donc je suis là. Très bien. Bah écoute, merci et bienvenue, et tu viens quand tu veux. Je t'ai invité, je crois, 33 fois. Ça, Ouais, grave. Là, euh, c'était le moment. Je me suis dit, je book, ça y est, c'est calé, je suis là. Avec plaisir, avec plaisir. Et Gamal qu'on ne présente plus, mais on va quand même le présenter. Il était là depuis le début, depuis l'aventure, mais pour ceux qui viennent d'arriver, Gamal. Bon, très rapidement, donc je suis chef d'entreprise dans le domaine de la publicité, le marquage textile, et parallèlement à ça, je suis aussi, j'interviens régulièrement dans les grands médias en tant que consultant. J'ai une activité à côté de journaliste de façon plus ou moins ponctuelle, hein, 2 fois par semaine pour être très précis. Et puis surtout, je m'intéresse aux questions internationales et comme mon origine l'indique, pas forcément avec mon prénom, je suis d'origine algérienne et je m'intéresse beaucoup à ce qui se passe dans nos régions. Très bien. Je peux vous dire ce que je fais. Moi, je suis vendeur de col roulé. C'est une blague. Elle a besoin. Euh, Gamal, est-ce que tu peux nous donner un petit peu ce que je t'avais demandé tout à l'heure, de nous faire un petit peu le topo de cette région? Puis Nadia complétera puisqu'elle a vécu là-bas, mais de savoir réellement ce qui s'y passe et quels sont les enjeux, et que vraiment le foot, ce n'est que vraiment, ce n'est qu'un rideau de fumée, mais des vrais enjeux qui s'y passent dans cette région en relation avec la France aussi, qui a des intérêts manifestes. Très important. Oui, donc très rapidement, le Qatar est un petit pays qui fait partie de la péninsule arabique. C'est une excroissance de la péninsule. C'est des archipels, pour être très précis, dont la plus importante qu'on connaît tous, hein, donc le fameux archipel du Qatar. Après, il y a les petits embryons de petites archipels, c'est microscopique, c'est 11 000 km². C'est un pays qui totalise à peu près 2 300 000 habitants, mais en substance, ce sont essentiellement les travailleurs étrangers qui sont là-bas. Beaucoup de coopérants, beaucoup de techniciens, beaucoup d'entreprises étrangères. Et les vrais Qataris, en gros, c'est à peu près 150 à 200 000 personnes. Le reste étant des gens qui viennent de l'extérieur parce qu'il y a une énorme croissance économique dans le pays, une dynamique considérable. Du Conseil de coopération du Golfe, ces 5 pays, c'est celui qui a la croissance la plus soutenue parce qu'ils investissent massivement. Conséquence de la découverte faramineuse de gisements de gaz, de pétrole, mais surtout de gaz, qu'ils partagent avec les Iraniens. Ils sont à un bras de mer de l'Arabie.
très très proche. Hein, il y a une liaison directe entre les deux pays par voie terrestre. Et il se trouve qu'il y a quelques années, donc le Conseil de coopération du Golfe a été créé en 80, mais il y a quelques années, il y a eu une tension assez conséquente par rapport à cette fameuse concurrence que se font d'un côté les frères musulmans, dont les Qataris sont et se réclament, et de l'autre côté ce qu'on appelle le courant wahhabiste, qui est plutôt soutenu par l'Arabie, des Saouds. Et comme ils se font la guerre, puisque ces deux courants politiques qui se détestent, eh bien ils ont voulu, à un moment donné, en prétendant que le Qatar serait un parrain du terrorisme international. Donc, il faut savoir que le terrorisme international, c'est plutôt la panacée de ce qu'on appelle les courants wahhabistes et non pas frères musulmans, qui sont plus légalistes. Eh bien, ils ont accusé de terrorisme international parce qu'effectivement, le Qatar se battait sur le terrain syrien contre l'Arabie, sur le terrain libyen contre l'Arabie du côté de la Turquie, dont ils sont très proches. Et ils ont voulu les attaquer. Et les Turcs, d'ailleurs les Turcs, pas seulement les Iraniens, les Algériens et pas mal d'autres pays sunnites, ont prêté main forte au Qatar pour empêcher qu'il se soit bombardé et détruit par l'Arabie, à une époque où effectivement Trump était aux affaires. Donc aujourd'hui, le Qatar est très proche de la Turquie. Il suffit pour s'en rendre compte d'aller sur un aéroport turc, vous voyez toujours des avions qataris, Qatar Airways. Le Qatar est très proche de l'Iran aussi, mais étrangement, alors qu'on prétendait qu'il y avait une sorte de rupture entre les chiites et les sunnites. Cette rupture a été largement mise à mal avec le soutien iranien des Qataris. Et le Qatar, évidemment, est très proche des autres pays arabes, si ce n'est l'Arabie, puisque c'est leur ennemi déclaré, et les Émirats arabes unis. Voilà, donc ça, c'est très rapidement sur le géopolitique. Maintenant, sur le plan politique international, effectivement, le Qatar a beaucoup d'argent et a utilisé ce qu'on appelle le soft power, donc acheter très souvent des entreprises. Ils ont une prise de participation dans de grosses sociétés en Occident, particulièrement au CAC 40, au S&P 500, c'est le marché américain, le Nasdaq, les plus grosses cotations financières. Il y a toujours des parts de 3% des Qataris. Ils ont acheté, bon, tout le monde le sait, le PSG, c'est un de leurs plus hauts faits d'armes en termes de soft power. Ils ont beaucoup d'investissements croisés dans pas mal de pays dans le monde et en Turquie en particulier. Ils investissent aussi beaucoup en Afrique du Nord. Et donc les Qataris ont beaucoup d'argent et savent le dépenser. Ce sont de grands gestionnaires, ils sont rentiers littéralement hors gaz. Et au-delà de ça, le gaz est devenu une denrée très rare dans le monde, comme on le sait depuis la guerre en Ukraine, et ça leur profite à plein. Donc le Qatar est un enjeu géopolitique, tout petit pays, immensément riche avec très peu d'habitants. C'est un enjeu idéologique, frères musulmans contre le courant wahhabiste. C'est un enjeu planétaire parce qu'évidemment, ils ont des réserves de gaz considérables qu'ils partagent avec l'Iran, avec lesquels ils ont fait la paix d'ailleurs. Et surtout, ils sont considérés comme étant des ennemis parce que l'image des Arabes progressistes, et c'est le cas des Qataris, qu'on le veuille ou non, ils ont produit beaucoup de choses au Qatar, pas seulement des robinets en or qu'on voyait au Koweït, mais des universités. Ils ont construit à partir de rien, d'un terrain sablonneux, des cités ultra-modernes. Ils ont construit une jeunesse qui commence à être très éduquée. Ils s'inscrivent vraiment dans la modernité avec un traditionnalisme qui est réellement hérité de leur tradition, à savoir émirati, puisque c'est un émirat, c'est pas un royaume. Et donc tout cela pour dire que le Qatar est devenu, par rapport à la France, à la fois un pays attractif en termes d'investissement financier, d'attrait d'argent. Les Qataris mettent beaucoup d'argent en France. Et en même temps, c'est les Arabes, donc on est des musulmans. Donc on a quand même du mal à les supporter d'un point de vue idéologique, puisque la France, malheureusement, beaucoup de décideurs, je ne parle pas de la population, mais des décideurs, sont racistes, ont un problème avec l'arabité, l'islamité, et évidemment, la combinaison de tout ça donne que, en même temps, ils aiment leur argent et de l'autre côté, ils n'aiment pas voir le Qatari, l'arabe, l'investisseur. Ils n'aiment pas voir les fonds Qataris arriver dans la banlieue, par exemple. Cette opération des fameux fonds pour la banlieue de 50 millions d'euros ont été bloqués par la France. Ils veulent pas que les Qataris aident les Maghrébins. Donc ça donne un petit peu, là je fais un tableau assez noir, mais c'est une réalité. Aujourd'hui, la fronde levée contre le Qatari, et c'est là où je vais soulever un peu le lièvre, c'est de dire que le Qatari aurait, je dis bien aurait parce qu'on n'a pas de preuves, 6500 ouvriers qui viendraient essentiellement d'Asie mineure ou du sud-est asiatique, Bangladesh et autres. Mais en vérité, ce qui se passe, c'est que c'est pas les Qataris qui tuent les ouvriers. Il faut rappeler quand même qu'il y a un article des Échos qui est sorti récemment et qui disait que les entreprises françaises, Vinci en particulier, Bouygues et autres, se sont tapés la part du lion. Je traduis, les grosses entreprises de construction de bâtiments françaises sont énormément présentes au Qatar, et ce sont donc eux, les maîtres d'œuvre, qui conduisent à la mort, parce qu'ils sont accélérés les chantiers, d'ouvriers, parce que malheureusement, dans la construction de base comme ça, il y a toujours des morts, où que ce soit en Occident, en Orient, en Asie et au Qatar en particulier. Donc aujourd'hui, on accuse les Qataris de tuer les ouvriers et de les maltraiter. La maltraitance, c'est peut-être de leur retirer leurs papiers quand ils rentrent sur le territoire, mais en vérité, il faudrait peut-être interroger les sociétés occidentales parce que, je le rappelle à titre indicatif, les Qataris sont incapables de construire un immeuble. Ce sont bien les Occidentaux qui travaillent là-bas. C'est eux qui donnent les ordres, c'est leurs architectes, c'est leurs techniciens, c'est leurs ingénieurs qui donnent des ordres à ces malheureux ouvriers qui, c'est vrai, meurent sur les chantiers. Nadia, qu'est-ce qu'on peut Ah, dire après ça? ouais, Qu'est-ce ce qu'on que peut j'allais dire? dire. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Non, non, mais je suis d'accord. J'allais simplement dire qu'il y a beaucoup d'expatriés qui travaillent là-bas
Et Mm. du coup, principalement pour des entreprises de construction. Après, il faut aussi rajouter que le Qatar, c'est un hub ouvert sur le monde, hein. Il a une position stratégique. Donc, tu as la mer, tu as la route. Et du coup, bah, tu as Qatar Airways qui est le plus gros, on va dire, le plus gros, comment dire, la plus grosse compagnie aérienne. Et beaucoup d'entre nous utilisons Qatar Airways pour faire un transit à Doha pour nous rendre dans d'autres pays, quoi. Donc, ça, c'est Tout à aussi fait. un point à soulever. Si on parle de boycott, le sujet qu'on va traiter plus tard, je pense. Si on parle de boycott, Oui. et bah voilà, allons jusqu'au bout. Mais on va parler de boycott, on va parler aussi un peu de football. C'est quand même la Coupe du Monde. Bon, c'est un Je, événement je sportif. boycotte pas. Ne Ouais. voulais Et il y pas a que vous. PSG qui joue en plus là. Il y a PSG qui joue, bah, et c'est le Qatar qui joue, j'ai envie de Ah dire. ouais? Mhm. Donc, bon, bon. Moi, je suis un fan du PSG, mais bon, aujourd'hui, je me suis dit, ils vont quand même, ils ont grande chance de gagner. Voilà, il y a Polo qui me disait, toi, tu fais des lives pendant le match du PSG. Oui, mais bon, il y a plus important dans la vie, j'ai envie de dire. Donc, on va parler un peu de football. Alors, la question que j'ai envie de vous poser, est-ce que vous allez boycotter, vous, la Coupe du Monde en novembre prochain? Est-ce que vous allez la boycotter et est-ce que ça sert de boycotter puisqu'elle a été attribuée avec, on savait très bien, les règles du pays, hein. Le président de la FIFA avait dit rien ne sera négocié, tout restera comme les lois du pays. Donc on a attribué une Coupe du Monde à un pays il y a 12 ans, en sachant que ça allait pas changer. Et maintenant, il y a une indignation collective. Est-ce que vous allez regarder la Coupe du Monde? C'est ma première question. Et deuxième question, est-ce que vous pensez que cette levée de bouclier par rapport aux Qataris n'est pas un écran de fumée pour les vrais sujets qui vont compter ces prochains jours, ces prochaines semaines? Bah, Nadia en premier. moi, Mais, clairement, je ne vais pas boycotter la Coupe du Monde au Qatar, d'accord. puisque pour moi, il y a un souci de temporalité. Déjà, pour réussir un boycott, il y a un des critères, c'est la temporalité, et c'est d'amener un maximum de personnes. Pour moi, là, on est à 2 mois de la Coupe du Monde, voire moins même, 1 mois et demi. Et là, je trouve que là, on est parti sur un délire qui est complètement aberrant. On parle d'un truc dont on était au courant il y a 12 ans, tu le disais, hein, ça a été voté il y a 12 ans, et là on vient de passer les JO de Pékin. Donc pour moi, soit on est clair et on a les mêmes comportements vis-à-vis des uns et vis-à-vis des autres, mais pour moi là on est sur une situation qui est deux poids, deux mesures. Donc personnellement, je ne boycotterai pas la Coupe du Monde, Mhm. puisque là on est en train de faire un truc qui est complètement contre-productif et qui se retourne même en pointant des doigts les joueurs de foot. Et là, on est vraiment dans une stratégie qui est complètement ridicule parce qu'à part les déconcentrer, on avance vers rien. Tu vois. Donc, si on parle de foot, moi, je te dis aujourd'hui, on a une stratégie qui est complètement folle. C'est de se dire, on pointe du doigt des mecs qui ont la chance d'aller vivre leurs rêves en leur demandant pourquoi tu vas et c'est une honte d'y aller. Tu vois. Et on a quand même des villes en France qui suivent le mouvement alors que bah là, il y a Hidalgo qui se retrouve dans une situation qui est un peu, comment dire, bah, elle est gênée. Hein. Tu as le Qatar, mais tu as Paris. Paris appartient à qui? Enfin, tu vois. Et du coup, tout à l'heure, on disait que Paris était, comment dire, possédé, donc le club de foot, mais elle possède aussi le club de handball, le PSG handball, il me semble. Mhm. Donc, il y a pas que sur la partie foot. Et je ne vais pas nommer les rues, mais tu as plusieurs rues qui appartiennent pardon, à certains messieurs qui viennent du Moyen-Orient, Les hôtels dont aussi. voilà, les hôtels, le printemps, tu vois. Donc là, on est dans un délire qui est complètement, je veux dire, ridicule. Pour moi, je reviens sur mon premier mot, la temporalité. Voilà. Donc chronologiquement, pour moi, ça ne suit pas. Et je trouve ça même honteux, sachant que le mouvement vient de Norvège. Ça a commencé en Norvège, d'accord? Ils ont commencé à boycotter ça. Et ensuite, ça a fait boule de neige. Tout le monde a suivi le délire. Sauf que la Norvège, elle, pour aller au JO de Pékin, voilà, je vais commencer à aller un petit peu loin dans mon, comment dire, dans mon analyse. Mais la Norvège, leur équipe de foot, elle n'a pas un, comment dire, un niveau qui ferait qu'elle pourrait avoir de l'espoir pour remporter la Coupe du Monde. Alors que pour les JO d'hiver, bah là, oui, les Norvégiens sont connus pour remporter des prix, enfin, remporter des médailles. Donc voilà, il faut savoir le pourquoi du comment. Et pour moi, comme on est sur comment dire, une stratégie de poids de mesure, je suis pour conserver en fait, comment dire, pour continuer à regarder. Et je regarderai la Coupe du Monde. Très bien, Nadia. Merci. Merci, merci. Gamal, qu'est-ce que tu en penses? Juste petite chose, à la mi-temps, normalement, il y a un journaliste sportif qui va venir, normalement à la mi-temps, donc dans 3-4 minutes. Et Ok. après, je prendrai Olivier qui a fait un grand débat avec Gamal sur la Russie. Tu vas retrouver ton ami Gamal. Vous allez pouvoir vous écharper comme il faut. Donc voilà, c'était une petite parenthèse.
Bah, moi, je dis Peut-être. simplement que lorsqu'on est raciste et qu'on n'assume pas son racisme, on ne veut pas qu'un pays arabe organise une Coupe du Monde. Voilà. Je suis pas certain que tous les pays dans le monde répondaient, je parle de ceux qui organisaient la Coupe du Monde, à des critères de droits de l'homme, par exemple. Quand les États-Unis, par exemple, vont organiser, alors qu'ils n'ont aucune tradition footballistique, la Coupe du Monde, c'est quand même le pays qui a vu le massacre des Noirs, un apartheid qui ne disait pas son nom, ce qu'on appelait à l'époque la ségrégation raciale, le pays qui a fait quasiment après la France le plus de guerres dans le monde, donc ça va, on prend pas de leçon. Ensuite, pourquoi boycotter un pays alors qu'on n'a pas boycotté Berlin, les Jeux de 36? Ça dérangeait pas grand monde à l'époque quand les nazis organisaient les Jeux Olympiques. Apparemment, pourtant, il y avait eu une campagne de boycott qui avait été lancée à partir de l'Espagne d'ailleurs, qui finira par la guerre civile. Mais il n'en demeure pas moins que les Jeux de 36 n'ont pas été boycottés parce que ce pays est occidental. Donc l'hypocrisie qui consiste à dire on veut boycotter pour des questions de droits de l'homme fumeuses ou des questions de droits de je ne sais quelle autre minorité, c'est effectivement on peut être choqué quand on vient d'Occident de voir que les Qataris ce sont des conservateurs pur sucre. Bon, on le découvre pas, c'est effectivement, c'était fait il y a 12 ans. Pour rappel, c'était un Maghrébin qui avait poussé à ce que le Qatar obtienne les Jeux parce qu'il comprenait bien qu'il n'y aurait jamais aucun pays arabe qui obtiendrait ces fameux Jeux internationaux qu'on appelle donc la Coupe du Monde. Et ce qui se passe, c'est que moi, je ne vais pas boycotter pour des raisons. D'abord, parce que je suis anti-raciste et que j'aime pas ces actions racistes. Ça commence à m'énerver réellement. Et je dis que c'est du racisme, hein, parce qu'on ne fait pas la même chose pour l'autre pays. C'est toujours nous qui sommes les mieux servis. Et deuxième chose, parce que de toute façon, l'Algérie malheureusement ne participera pas à cette Coupe du Monde à la suite de cette mauvaise aventure, mais il y a quand même le Maroc et la Tunisie que je soutiens, et j'espère effectivement que nous allons briller en Coupe du Monde. Donc ça, c'est une des Et raisons. les autres pays africains, Gamal. Et les autres pays africains. Ça va de soi, ça va de soi, mais moi, mon cœur penche plutôt vers le Maghreb. Après, quand c'est un pays africain qui brille, je suis derrière à fond. Je vais même être très clair. En vérité, le seul pays qui m'intéresse, c'est les pays africains. Quand le Cameroun brillait en 94, on était tous derrière le Cameroun. On se pose pas la question. C'est les outsiders qu'on aime voir parce que ce sont les meilleurs joueurs et parce qu'on les sabote avec des tricheries à chaque fois dont on connaît très bien la réalité. Donc aujourd'hui, effectivement, non, je déteste l'idée de boycott. Et si Madame Hidalgo, puisqu'on a parlé d'elle à l'instant, trouve que c'est une bonne idée de boycotter, qu'elle arrête l'hypocrisie 2 minutes. Hein. En termes de droits de l'homme, je crois pas qu'Israël soit bien placé. Pour autant, elle les boycotte pas, elle les célèbre. Et en termes de droits de l'homme, je crois pas que le Qatar soit bien placé. Pour autant, elle accepte l'argent du PSG et de tous les grands hôtels, dont on sait par exemple qu'il y a un grand hôtel très connu qui se trouve, je ne vais pas le nommer, enfin tout le monde le connaît, Hyatt, pour ne pas dire son nom complet, qui se trouve à Porte-Maillot. Ça ne pose pas de problème que les Qataris soient investisseurs dedans, qu'ils sauvent des entreprises françaises en rapportant des capitaux, qu'ils investissent dans le CAC 40, qu'ils investissent dans tout un tas de petites structures économiques. Ça les dérange pas. Par contre, quand le Qatar va organiser des choses qui se voient, les jeux, c'est marrant parce que tu as une tête de Mickey comme ça. Je ne vais pas dire, il faut que tu as deux grandes oreilles comme ça. C'est à toi que j'ai parlé, Salif. C'est très étonnant. Ah ouais, avec les miroirs. Avec les miroirs, ça fait vraiment un truc à dormir. Ouais. Euh, Bah, Disney, hein, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, Disney, c'est ça. Pour la petite blagounette. Mais bon, simplement, je dis que quand on a un problème avec le Qatar, on n'a pas un problème avec le Qatar, on a un problème avec ce qui est arabe, c'est tout. Alors évidemment, ils le diront jamais, mais il faut se voir la façon dont ont été méprisés les Jeux méditerranéens qui se sont passés en Algérie. Ça en dit long quand même. Les Français n'en ont quasiment pas parlé. Un événement important en Méditerranée. Donc c'est vraiment, je pense qu'il faut pas se cacher. C'est mieux comme ça. Il faut pas se cacher derrière son petit doigt. Il y a un problème parce que dès que vous entendez le mot arabe quelque part, c'est toujours une vision négative. Je vous donne un exemple concret. Les Émirats Arabes Unis, Dubaï, sont alliés de la France, me semble-t-il. Mhm. Ils sont tellement alliés qu'il y a des musées comme le Louvre, par exemple, qui ont fait un partenariat avec eux, que ce soit Abu Dhabi ou Dubaï. Pour autant, quand on entend l'essor économique de ces pays qui ont enfin accepté d'investir chez eux et non pas dans les banques américaines ou suisses, qu'est-ce qu'on entend? Dubaï l'arrogante. Ces gens sont arrogants, prétentieux, exubérants. Et à chaque fois, c'est des critiques. On n'a jamais entendu le même qualificatif pour une ville qui s'est développée de la même façon, avec de grands buildings, comme Shanghai, par exemple. Ça, bizarrement, on n'entend pas Shanghai l'arrogante. Hein. Ça en dit long. C'est-à-dire que dès qu'elle a fait quelque chose de bien, c'est forcément mal. Donc ça, on la connaît celle-là. Le Qatar va organiser une belle Coupe du Monde. Ils nous ont servi aussi le baratin sur l'écologie. J'ai rigolé quand j'ai entendu ça. L'écologie aujourd'hui, avec la guerre en Ukraine, bizarrement, on parle plus d'écologie. Tout le monde va ouvrir sa centrale à charbon. Et quand le Qatar, qui a du gaz à profusion, Ouais, va c'est ça. produire par le gaz, donc la moins polluante, c'est l'écologie qui pose problème. Ben, ça, j'aime pas ces blagues-là. Chaque fois, il y a des prétextes fumeux et je suis prêt à mettre n'importe qui en danger par rapport à ça dans un débat direct qui m'explique pourquoi ils ont la haine des Arabes. Ça m'intéresserait, mais pas du Qatar, des Arabes en général. Bon, écoute, je crois que je vais faire appel Ouais, à un moi ami. aussi un truc Je vais qui est faire appel à un intéressant, ami. Je t'en c'est prie, Nadia, pardon. que non, je disais le Qatar là, ça a intéressé tout le monde quand ils ont postulé, enfin comment dire, quand ils ont candidaté pour organiser, parce qu'ils avaient les sous pour pouvoir payer toute la Coupe du Monde. Là, par exemple, la prochaine Coupe du Monde, c'est trois pays qui vont l'organiser. Tout à Les fait. États-Unis, le Canada et le Mexique. Donc quand un pays arabe pose l'argent, on est intéressé, tu vois.
Et là, tout le monde a fermé sa bouche. Et 10 ans plus tard, on revient sur un sujet qui... Bonjour. Et- Bonjour. Bonjour. Bonjour Olivier. Donc, si j'ai Et- bien compris, le raciste anti-arabe, c'est moi, c'est ça? Non, Si j'ai bien compris, Ah, si j'ai bien allez, compris on parlait le principe, d'environnement. On parce parlait que le seul pays africain d'environnement. que je dois soutenir à titre personnel, mais malheureusement, ils vont pas être représentés cette année, ce sera le Burkina Faso. Donc, côté arabe, on a fait mieux. Hein. En tout cas, ça m'a pas paru de manière très claire là-bas. Et moi, ce qui me pose problème, en fait, c'est malheureusement l'écologie. Ben oui, c'est Ah, peut-être voilà. stupide, mais C'est ça pour ça tourne qu'on t'a autour fait de ça. venir, Hein. Olivier. Pour Parce que l'écologie. qu'on soit clair là-dessus, c'est-à-dire que on va essayer de faire jouer dans des stades qui vont pas être des stades couverts déjà, Hum. avec des clims qui vont fonctionner à fond en permanence. Et ça, je serais tenté de dire, quelle que soit la latitude, quel que soit l'endroit, ça pose déjà en soi un problème. On en est quand même à essayer en France d'expliquer aux gens que c'est pas top de laisser les magasins ouverts quand on met à fond la clim. Là, ça va me pas être un magasin, quoi. C'est carrément tout le toit et la clim qui va fonctionner à fond. Donc, moi, je savais pas que c'était anti-arabe de dire ça, mais bon, j'apprends, hein, je m'éduque. Par contre, c'est le problème de fond. Je laisse presque de côté, je dis presque de côté, le fait que tout ça, c'est quand même construit sur l'exploitation massive de population et sur le fait que il y en a quand même une bonne palanquée qui ne s'en sont pas revenus vivants. Et que, alors là, je vous donne le point sans aucun problème, c'est que ce comportement-là avait lieu avant la Coupe du Monde, aura lieu pendant la Coupe du Monde et aura lieu après la Coupe du Monde, puisque de toute manière, de droit du travail là-bas, il n'y en a pas. Bon, est-ce que ça vaut le coup? Et j'entends, l'argument pour moi me paraît très, très valable. Est-ce que ça vaut le coup pour autant de boycotter? J'ai rien de mal fait, hein, malheureusement. Et qu'on regarde ou qu'on regarde pas, de toute manière, la clim, elle va fonctionner à fond et ce sera désastreux quoi qu'il arrive. Moi, ce qui me pose problème aujourd'hui, et là-dessus, c'est l'organisation même de ces Coupes du Monde. Mais là, on est sur tout à fait autre chose. Et sur le fait que lorsque on organise une Coupe du Monde, on se pose juste la question de savoir combien vous mettez sur la table. Et ça c'est quelque part, c'est tout le débat, il est là. Hein, c'est combien vous mettez sur la table. C'est vrai pour la Coupe du Monde, c'est vrai pour les Jeux Olympiques. On a vu comment étaient organisés les Jeux Olympiques en Chine. Hein, c'était pas mieux. C'était même parfois une énorme blague puisque vous aviez ces fameuses pistes de ski où vous aviez Neige absolument artificielle. pas de neige tout autour. Il y avait juste l'endroit où il y avait les caméras, mais dès qu'il y avait une prise. Mais donc on se rend compte de quoi? On se rend compte que toutes les organisations de sportives aujourd'hui, de grands événements mondiaux sportifs, je pense essentiellement sportifs, mais si on veut creuser, on va pouvoir en trouver aussi sur les organisations de grandes foires internationales. On parlait de Shanghai, c'était quand même un modèle du genre, justement, de non-respect de l'écologie. Donc, si on va par là, aujourd'hui, notre problème de fond, c'est qu'on continue de fonctionner sur un système où il suffit de mettre du pognon sur la table et tout passe. Voilà. Et par contre, ce que je trouve intéressant, non pas dans le fait de boycotter, à titre personnel, comme je vous ai dit, pour moi, le mal est fait. Que vous regardiez pas, de toute façon, le mal est fait et on reviendra pas dessus. Mais par contre, ça va peut-être commencer à faire bouger les choses pour les prochaines. Et là, ça commence pour moi, le seul intérêt du débat aujourd'hui sur ce qui se passe au Qatar, c'est au fait, la prochaine fois, comment on fait, avec qui, et surtout, quelles contraintes on peut mettre. Donc voilà, le Qatar va organiser. On voit maintenant que c'est l'Arabie Saoudite qui était toute vexée de ne pas avoir son propre événement qui va organiser les Jeux d'hiver asiatiques. L'Arabie Saoudite, je les aurais vus partout, sauf à ça. Je veux dire clairement, mais bon, voilà, ils vont l'organiser parce qu'encore une fois, tous ces événements-là ne s'organisent que finalement sur une capacité à mettre du pognon. Alors maintenant, est-ce qu'il faut pleurer sur le Qatar qui serait particulièrement maltraité, etc. S'il vous plaît, un peu de sérieux. Hein. Ils ont suffisamment de pognon pour se faire respecter et ils font un peu ce qui leur plaît. La solidarité avec les autres pays arabes se réduit au strict nécessaire. Hein, c'est-à-dire qu'ils alimentent qui les intéresse politiquement. On l'a vu en Syrie, par exemple, où ils ont été de grands pourvoyeurs de financement et d'armes pour les forces qui les intéressaient. Ils ont joué les mauvais chevaux. Bon, tant pis pour eux. Mais globalement, pour moi, bon, venir essayer de me faire pleurer sur le Qatar, j'ai du mal.
Je peux entendre beaucoup de choses. Hein. C'est effectivement, il y a un mépris clairement pour tous les pays du tiers-monde. On l'a vu par exemple quand l'Afrique du Sud a voulu organiser la Coupe du Monde de foot et il a voulu organiser la Coupe du Monde de rugby. Sur le rugby, c'est passé parce que voilà, hein, c'était les Springboks, on peut leur reprocher énormément de choses parce que c'est des vrais brutes sur le terrain, mais c'est des brutes qui sont assez impressionnantes à voir. Il faut dire que la Coupe du Monde qu'ils avaient faite était absolument extraordinaire. On en a même fait un film. Pour la Coupe du Monde de foot, je vous rappelle ça, peut-être que beaucoup de gens l'ont oublié, mais c'était le premier pays africain qui le faisait. Et il y a plein de gens qui disaient, mais ça ne fonctionnera jamais. Et ça a été, à mon sens en tout cas, une des plus belles Coupes du Monde. Je suis pas un grand spécialiste, hein, je vous le dis tout de suite. Et c'est pas la Coupe du Monde où la France a le plus brillé, mais bon. Pas pour la France. Est-ce qu'on peut avoir la réponse de M. Gamal par rapport à Oui, cette alors, question, d'abord, juste si on écoute ce que je dis, parce qu'il faut sortir de la parano, hein. J'ai pas dit les écolos ou ceux qui aiment l'écologie sont des racistes. J'ai dit Hidalgo et ceux qui veulent boycotter sont des racistes. C'est pas pareil. Il y a une petite réalité, donc déjà, il faut sortir de cette paranoïa. Je suis effectivement, moi aussi, choqué par l'histoire enfin, choqué. Faut voir qui a eu l'idée de génie, hein, pour commencer, c'est l'histoire de clim dans les stades ouverts, effectivement. La problématique, c'est que moi, je pose sur la question. Les morts, et c'est intéressant parce que j'ai eu un article des Échos récemment qui disait qu'effectivement, les sociétés françaises sont les principales sociétés qui ont fait la construction au Qatar et se sont taillées la part du lion. Donc, il n'y a pas de droit, effectivement, des travailleurs là-bas, mais j'ai envie de dire qui sont complices actifs? Qui est le donneur d'ordre? Qui ose laisser crever les ouvriers? Si les sociétés françaises étaient si éthiques que ça, je parle de ces capitalistes occidentaux en général, hein, parce que les Qataris sont incapables de fabriquer un clou, eh bien, c'est les sociétés étrangères qui font le travail et qui réduisent à l'esclavage ces malheureux ouvriers étrangers. Ça, c'est une organisation bien planifiée du travail qu'on connaît. Je ne vais pas rentrer sur les détails du nombre de millions de morts qui sont morts sur les chantiers en Occident pour construire ces buildings durant des siècles. Et c'est normal, parce que malheureusement, la construction, ça tue, on le sait. Je veux dire, à New York, les tours qui sont nées, elles ont tué des milliers d'Indiens, tout le monde le sait. Mais on ne donne pas de statistiques parce que c'est le secret le mieux gardé. Il faut surtout pas parler des morts. En France, c'est pareil. Mon père était dans le bâtiment. On perd des ouvriers dans le bâtiment, il a failli mourir du bâtiment. Et il était chef d'entreprise. Hein. Donc c'est pour donner une idée globale, c'est que l'idée de se dire on nous fait pleurer sur les chaumières parce qu'il y a les clims, ça c'est une blague. L'idée de génie qui a été donnée, je sais pas qui l'a donnée, mais c'est un beau crétin congénital. Il aurait fallu qu'il joue dans les conditions du désert, c'est tout en hiver. Ça c'est normal quand on joue à l'Afrique du Sud. Et la deuxième idée un peu ridicule qui consiste à incriminer le Qatar parce qu'il serait méchant avec leurs ouvriers, à ce moment-là, je suis d'accord, mais qu'on donne les noms des sociétés Vinci, par exemple, qui fait un travail formidable pour les réduire à l'esclavage. Alors, le Qatar, concernant la solidarité interarabe, j'ai envie de dire simplement, c'est que c'est pas une question de solidarité, parce que malheureusement, le monde arabe est éclaté. C'est une question de se dire que quand on tape sur un Qatari, on tape sur un Irakien. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que l'Irak est un pays riche aussi, qui avait beaucoup de pétrole. On l'a réduit en cendres. Parce que la Syrie est un pays qui avait un peu de pétrole et de gaz, on l'a réduit en cendres. Et parce que la Libye, qui est un pays immensément riche, a été réduite en cendres. Donc, j'ai envie de dire simplement à chaque fois, et le Qatar a échappé à ça récemment, j'ai envie de dire simplement que lorsque moi je vois une invective généralisée de la part de politiques en bonne place, qui hypocritement prennent l'argent du Qatar, interdisent que ce même argent du Qatar aille dans les banlieues, ça c'est un acte raciste. Je sais qui a été chercher l'argent. C'est les militants que je connais du 93. On l'a interdit parce qu'ils vont alimenter les Arabes de banlieue et c'est pas équitable vis-à-vis d'autres Français. Et ben moi je réponds à ces fachos qui ont refusé l'arrivée de cet argent, qui aurait créé de l'emploi, qui aurait aidé un peu de jeunes, qui aurait un peu réduit la tension sociale. Je réponds que nous n'avons pas, nous les Arabes, moi-même récemment encore, j'ai pas eu le PGE, nous n'avons pas accès au crédit. C'est interdit. Quand on a un nom d'arabe, on a une chance sur 8 de peut-être avoir un crédit parce que il y a un système en France qui consiste à masquer le racisme des institutions. Alors, je parle d'institutions financières en l'occurrence. Ça ne veut pas dire qu'on est tous des victimes, parce que je ne rentre pas dans la victimisation. Moi, je méprise les gens qui m'attaquent. Donc, la victime, elle passe pas. Mais il y a des réalités. Quand un arabe fait une action en France positive, on le voit pas. Quand un Qatari va investir, on l'en empêche. Et quand il met de l'argent au PSG ou dans des hôtels inutiles, là, par contre, il est formidable. Par contre, quand il organise les Coupes du Monde, on l'encourage parce que Vinci va ramasser les parts de marché. Et à 2 encablures de ces Coupes du Monde, du jour au lendemain, ça devient les vilains petits canards. C'est très particulier et je pense qu'effectivement, il y a pas trop de gloriole à soi-disant les boycotter. Puis encore une fois, je le dis et le répète, on donne pas de leçon aux Occidentaux qui n'ont pas boycotté les Jeux de 36 quand même. Il y a une blague. Je veux dire, le Qatar, c'est pas Hitler. Oui, mais les Jeux de 36, juste une petite remarque historique. Hein. On était accordé à l'Allemagne avant 1933. Tout à fait. Par les nazis, c'était 1933. Et pour le coup, ça a été un vrai débat de savoir s'il fallait y aller ou pas. Donc, et tout le monde y a été.
L'Espagne républicaine n'y a pas été. Normal étant. La France y a été avec, mais a refusé de saluer. Les Comment? États-Unis, Hop. Excusez-moi, la France a salué comme ça. Il faut non, revoir les images. Elle a salué comme ça. Elle a mal informé. Tout le monde est sur Internet. c'était le salut olympique en l'occurrence. C'était le Donc, salut elle a salué olympique en comme ça. l'occurrence. Donc, elle a salué. Ah, c'est le C'était salut le olympique. salut olympique en l'occurrence. Je termine juste rapidement. Les États-Unis y sont allés et Mhm. ça a permis un truc absolument magnifique face à la race des seigneurs de voir un Jesse Owens foutre une pâtée monumentale au sprinter allemand Mhm. et je dois avouer et aussi au saut en longueur. Donc Ouais. Jesse Owens était un peu noir quand même et je dois avouer que voir Hitler complètement vert de rage de voir battre les Aryens appelons les choses par un nègre, ça a dû leur faire tout drôle. Et quelque part, ce genre de choses, c'est là où on voit la limite du boycott, hein, à titre personnel. C'est-à-dire que le boycott, il y en a eu, par exemple, sur les Jeux Olympiques. Les États-Unis ont boycotté les Jeux Olympiques à Moscou. Les Soviétiques, puisque à l'époque c'était encore l'Union soviétique, a rendu l'appareil pour les Jeux Olympiques de Los Qatar. Angeles. Mhm. Voilà, ça sert pas à grand chose. Est-ce qu'il faut boycotter ou non? Moi, à titre personnel, je crois pas au boycott dans le sport. Voilà, il faut pas tout mélanger. Le sport, des footballeurs, ça reste des footballeurs. On parlait tout à l'heure de gens qui aiment poursuivre leurs rêves. Bah ouais, essentiellement, un mec qui veut jouer au ballon. Pardon, je suis trop long. On va laisser parler Nadia. Nadia, qu'est-ce que tu penses de Pardon. ce boycott à géométrie variable? Bah, en fait, moi, j'ai vraiment envie de dire qu'aujourd'hui, quand on parle écologie, on parle des futures générations. On parle de ce qu'on va laisser à tous ces jeunes qui vont nous succéder. Même nous, là, maintenant, on a quand même j'espère, un certain temps qui nous attend. Et en fait, j'ai envie de vraiment dire, c'est un débat inutile au final. Parce que concrètement, si aujourd'hui en France, on boycotte cette Coupe du Monde, comment ça va changer la vie des Français? Comment ces jeunes-là, vous allez leur expliquer que vous avez permis de réduire les impacts, enfin, les émissions de CO2 et que demain, tout est terminé, ils vont sortir de chez eux, les arbres seront verts. En fait, c'est ça le truc. C'est que là, en fait, on est en train, c'est comme tous les débats, j'ai l'impression, en France, en ce moment, et c'est pour ça que moi, j'évite de regarder les infos parce que ça me pollue l'esprit. J'ai l'impression qu'en fait, mon attention, elle est prise sur des sujets qui ne requièrent pas mon centre, enfin, comment dire, mon attention. Idriss Aberkane, il dit qu'il y a deux choses dans la vie, c'est le temps et l'attention. Si je vous donne mon attention, je vous donne mon temps. Et aujourd'hui, donner mon attention et mon temps à ce genre de débat, je suis d'accord sur le plan écologique. Pour moi, c'est complètement ridicule d'avoir construit des terrains de foot que j'ai vus en 2015 quand je suis allée à Doha. Les constructions avaient commencé, mais on le savait. On le sait aujourd'hui, quand on parle du Qatar, qui est un approvisionneur de gaz, ça ne pose de problème à personne. On parlait des Émirats tout à l'heure. Les Rafales, c'est pareil, on les vend aux Qataris. Quand on voit les Qataris dépenser à Paris, ça ne gêne personne. En revanche, aujourd'hui, ça gêne tout le monde. Et là, pour moi, ça ne fait que prendre mon attention, l'attention des jeunes qu'on va prendre dans les rues en leur posant la question, est-ce que tu vas boycotter la Coupe du Monde ou non? Concrètement, on s'en fiche. Moi, j'ai besoin, et tous ces gens-là, on a besoin de solutions concrètes en France aujourd'hui. Et il y a un point que je veux relever, c'est que là, on vit la pénurie d'essence avec tout ce qui se passe. Qui est le plus gros fournisseur d'essence? Total, d'accord? Total, qu'est-ce qu'ils font en Ouganda aujourd'hui? Ils sont en train de construire des oléoducs. Ils sont en train complètement il y a 100 000 personnes, je ne sais pas si vous avez suivi un peu, il y a ce projet-là de construction d'oléoducs pour approvisionner faire cheminer du pétrole. Et en fait, ça va complètement détruire l'écosystème en Ouganda, en Tanzanie. Et ça, personne n'en parle. Et ça, en fait, ça a un impact sur ma vie parce que l'Ouganda, la Tanzanie, c'est la migration des animaux, etc. Et c'est, la chute ce qu'on appelle les chaînes trophiques entre les animaux, etc. Donc, ça veut dire que dans 10 ans, oui, il y aura un impact. Mais que là, dans 2 mois, on va vivre une Coupe du Monde et qu'on me dit que là, c'est un boycott inefficace. Tout à l'heure, je parlais de temporalité. Est-ce que là, à 1 mois et demi, on va changer les choses? Non. On va juste perdre 1 mois et demi de notre vie à discuter de tout ça. Alors que moi, mon attention, c'est quoi les solutions pour qu'en 2023, on puisse dire à nos jeunes, oui, on va faire des choses pour que vous ayez une vie meilleure. Voilà. En gros, c'est vraiment ce que je voulais passer comme message parce que moi, je trouve ça sidérant aujourd'hui qu'on prenne notre attention sur des sujets importants, certes, hein, mais qui ne sont pas les sujets de fond aujourd'hui en France, sur le territoire français. Voilà.
il y a les JO en 2024 qui arrivent et il y a bien des choses qui se passent. Voilà, moi, il y a des choses qui me sidèrent quand je vois qu'on construit des choses pour les JO 2024 et tous les jours, je prends mon RER et il n'y a rien qui fait pour que mon utilisation elle soit meilleure. Voilà, en gros, c'est ça. Je suis partie un peu loin, mais voilà, pour moi, c'est vraiment Ouais, se mais- dire, c'est quoi les solutions sur le plan écologique et social pour les futures générations et c'est pas forcément ce qui se passe au Qatar. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Merci, Juste un- Nadia. une remarque. Ouais, ça- T'en prie, Bon, sur la Gamal. sur la question historique, alors il y a beaucoup de choses à dire. Bon, d'abord, les Français ont salué avec le salut nazi qu'ils ont prétendu être le salut olympique. Ouais, C'est quand même des codes romains que les nazis avaient récupérés aussi, donc ça revient au même. Mais il faut revoir les images parce qu'il y a un très beau documentaire qui le montre de façon très claire. Hein. Ensuite, non, les Jeux Olympiques n'ont pas été boycottés par l'Espagne puisque l'Espagne était en guerre civile à ce moment-là. Malheureusement, ils ont essayé, c'est vrai. Il devait y avoir des jeux alternatifs et la guerre civile a commencé. Ensuite, tous les pays occidentaux y sont allés, sans exception, et ça ne posait pas de problème. Le Jesse Owens qui court, effectivement, il était formidable, sauf qu'aux États-Unis, il courait contre des chevaux. Il était traité comme un sous-homme. Il faut jamais l'oublier, ça. Alors qu'en Allemagne, la population, je parle pas des autorités, l'ont reçu comme un héros. Donc ça, c'est l'image qu'on a du mal à voir. Et il y a des très bons documentaires qui en parlent et des bouquins encore plus intéressants. Je vous invite à les lire. Johan Chapoutot et autres. Bref, on va pas rentrer en détail. Concernant le boycott, ça aurait dû être fait, ça n'a pas été fait par aucun pays, il faut pas l'oublier. Et concernant le fait que ça a été une claque aux Allemands, c'est vrai que le 100 mètres, enfin, c'est les coureurs de fond qui cartonnent, il n'y a pas de problème. Sauf que les Allemands ont raflé parce qu'ils ont professionnalisé leurs équipes. Toutes les médailles, quasiment, c'est eux qui ont le plus haut score de médailles d'or. Donc, je suis pas sûr que ça les ait, à ce point n'est plus. Ce qui est certain, concernant, c'est juste pour ça, mais ça s'arrête là, ça va pas bien loin. Ce qui est certain, par contre, c'est concernant, moi, ce qui me fait rigoler, c'est l'histoire du boycott pour des raisons qui sont fausses. Là, je pourrais rejoindre Olivier sur un point. C'est vrai que c'est pas bien de chauffer des stades avec, c'est vrai, c'est stupide pour moi. Ils l'ont pas fait en Afrique du Sud, je vois pas pourquoi ils l'ont fait au Qatar. Par contre, ce qui me choque, c'est que là, avec la guerre en Ukraine, on remet les centrales à charbon en fonction en Europe. On va bombarder pendant 6 mois de pollution. Je Exactement. rappelle que le Qatar, ça dure un mois, pas 6. Ils vont s'arrêter après. Il n'y aura plus de match. Alors qu'en Europe, ça, moi, le problème, c'est que la question de l'écologie sur le Qatar, c'est un alibi qui est pur. On va pas toute la journée du matin au soir non-stop réfrigérer des stades. On les fera sur les matchs qui dureront 90 minutes pendant un mois et demi. Si vous cumulez le tout, ça fait en gros 3 jours, 3 vrais jours de pollution dans un pays qui produit l'énergie à partir du gaz, la moins polluante. Alors, ça, c'est un argument qui est évidemment fallacieux, mais c'est utilisé à bon escient par certains qui sont des hypocrites. Encore une fois, quand le Qatar arrose l'Occident d'argent, tout le monde est content et a le sourire de côté. Mais il y a toujours cette image un peu pernicieuse qui consiste à dire que l'arabe est fourbe. Il a d'un côté le Coran, de l'autre côté la Kalash. On l'entend ça. Eh bien, j'ai envie de dire que le Qatar, et pour lequel j'ai pas de sympathie particulière, c'est pas mes ennemis ni mes amis. Je les connais pas. Je vais pas caractériser. C'est des gens très riches, c'est des grands bourgeois. C'est des gens qui ont été mis en danger récemment. Faut pas l'oublier. L'Arabie s'apprêtait à les attaquer. Ils ont été sauvés de justesse par la Turquie et par l'Iran. Faut jamais l'oublier, ça. Donc, c'est un pays qui a échappé à la destruction et Dieu merci. Mais c'est aussi des gens qui sont fort utiles pour avoir de l'argent et des capitaux et qui sont moins utiles concernant, effectivement, une certaine forme de, on va dire, de dissémination de leur idéologie qui a sur 2 pages, frériste, hein, c'est frères musulmans. Il faut être très clair, ça s'appuie sur l'idéologie de Hassan el-Banna. Bon, c'était au départ une idéologie intéressante anti-impérialiste, c'est vrai, et puis après ça a dérivé sur le takfirisme et des mouvements un peu crasseux qui font qu'on peut pas dire que ce soit la meilleure idéologie. Mais une chose est certaine, c'est pas les plus dangereux à mon sens. Si je dois avoir un danger réel, on le voit avec l'Arabie qui est un pays taré, c'est qu'ils veulent faire, et c'est là où on tombe dans la folie. Bizarrement, ça choque pas assez les gens. Des Jeux olympiques d'hiver dans un pays du désert où on cumule entre 25 degrés d'hiver, Nadia, excuse-moi. Oui, c'est ça, Nadia. Nadia va me confirmer, 25 degrés l'hiver et du 45 jusqu'à 55 degrés parfois l'été. Hein. Voilà, donc c'est ça. Donc dans ce pays dingo, par jalousie du Qatar, ils vont faire une connerie encore plus grande. Et celle-là va coûter plus cher parce que pour réfrigérer des pistes de neige, ils balançaient de la neige peut-être carbonique et faire comme la bestialité qui était fait du côté des Émirats Arabes Unis avec cette fameuse piste de ski comme ça sous dôme. Eh bien, ça va coûter beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie et beaucoup de pollution. Donc cet argument lié à l'écologie, j'y crois pas beaucoup. Hein. Il y a un sous-jacent crasseux. Je crois pas qu'Anne Hidalgo, qui adore le PSG, ait autant d'éthique que ça vis-à-vis du Qatar. Ça, c'est quand elle veut. Et je crois pas qu'un boycott, ça c'est honteux. Comme par hasard pour un pays arabe, il y a eu un pays africain qui a organisé la Coupe du Monde. C'est le premier pays africain. Dieu merci, tant mieux, c'est enfin arrivé. Les Américains vont la faire 2 fois. Est-ce que c'est normal à chaque fois que ce soit le Big Boss qui organise une Coupe du Monde alors qu'il n'a aucune tradition de footballistique? C'est inadmissible. Donc c'est là où on voit qu'il y a 2 poids 2 mesures. Moi, j'aurais aimé voir une Coupe du Monde en Afrique du Nord. On l'a interdite. Ça devait être fait par le Maroc, ça a été interdit. Et je le déplore.
parce que ça aurait peut-être aidé à un petit développement. J'aurais aimé avoir une Coupe du Monde qui va être proposée à 3 pays maghrébins, j'espère. Mais aujourd'hui, effectivement, celui qui fait la loi dans le sport, c'est l'argent. Et quand l'argent n'a pas d'odeur, eh ben, tant qu'il n'est pas dans les mains d'un arabe, il n'a pas d'odeur, mais dès qu'il touche les mains d'un arabe, il y a une petite odeur quand même qui ressort, elle s'appelle racisme. Donc c'est pour ça que je dis, sans incriminer, j'imagine bien qu'Olivier n'est pas raciste, il ne serait pas avec nous ce soir. Mais il est vrai qu'il faut être très clair. Bien sûr, C'est évident, c'est un coup de source, c'est pour ça que ça a fait rire. Qu'il est pris pour lui, j'ai trouvé ça comique. Mais il y a une réalité, c'est qu'effectivement. Il y a beaucoup d'humour, Olivier, attention. Hein. Ah, je le vois bien. Depuis tout à l'heure, il est fandard, donc j'imagine. Mais ce que je veux dire, c'est que, en vérité, il faut pas perdre de vue une chose. En dehors des intérêts qu'on connaît, géostratégiques, politiques et financiers, il y a toujours cette espèce de jalousie un peu bête qui existe aujourd'hui, qu'on voit. Le décollage des pays du Golfe qui a recentré son argent chez eux parce que depuis le 11 septembre, il y a eu une panique généralisée. Donc les capitaux vers l'Amérique, c'est moins évident. Eh bien, ce décollage-là dérange. Et j'en veux pour preuve, je vous invite à regarder n'importe quelle émission qui parle des Émirats Arabes Unis, du Qatar, n'importe quelle émission dans la chaîne de télévision française. Il y a toujours un côté méprisant, un côté moqueur, un côté jalousie. Il y a toujours ce côté un petit peu presque néocolonial. Ce bougnou a fait ça, mais il fait rien finalement. C'est les autres qui font. Ça revient tout le temps, ça. Et quand il y a les mauvaises choses qui sont faites par les entreprises occidentales, là, c'est les Qataris qui font le travail. C'est quand même assez extraordinaire. Donc, il faut vraiment attirer son attention sur le fait que qui est le donneur d'ordre, qui fait le boulot et qui le subit. Olivier, une réaction? Oui. Bon, je remarque moi surtout ce qui se passe actuellement, et ça c'est vrai pour l'Arabie Saoudite, c'est vrai pour le Qatar, c'est vrai pour les Émirats Arabes Unis, c'est tous les pays qui aujourd'hui vivaient sur une rente pétrolière ou gazière, savent très bien que ils ont vécu un peu leur période bénie et que soit par épuisement des ressources, ce qui n'est pas vrai pour tous. Hein. Je pense que le Qatar fait partie des pays qui ont mieux géré leurs réserves, mais ils savent que de toute manière, c'est un de ces 4 matins, ça va se terminer. Et surtout, parce qu'on est sur des sociétés qui essayent plus ou moins en ordre dispersé de se décarboner, même si effectivement, conjoncturellement, on peut rallumer des centrales, on sait très bien qu'on le fait parce qu'on ne peut pas construire des centrales nucléaires beaucoup plus vite. Donc, comme grosso modo maintenant le choix est quasiment fait qu'on va jouer sur du nucléaire, ça veut dire concrètement pour des pays qui ont tout misé sur l'extraction d'énergie fossile, qu'ils se préparent à un avenir compliqué. Donc, l'Arabie Saoudite, c'est les premiers à avoir vu le coup de loin et qui ont commencé à réorienter un peu en faisant des achats et comment ça s'appelle, et donc en diversifiant leur économie et en essayant de mettre en place tout ce qu'on peut voir aujourd'hui et qui, soit dit en passant, pose aussi problème en termes écologiques. Hein. Les centres commerciaux, les centres d'affaires. Aujourd'hui, j'ai quelques amis qui travaillent à Abu Dhabi. Bon, c'est un monde qui est pour eux quelque part un peu particulier, mais qui leur permet, étant au centre, on va dire, de la planète en termes de plage horaire, de pouvoir commercer quasiment dans la même journée et quasiment au même moment avec l'Asie et l'Afrique. Voilà, c'est essentiellement leur boulot. Hein, donc ça permet de voir la transformation de ces pays-là. Et avec cette transformation-là arrive aussi toute la logique de puissance. Hein, et c'est là où éventuellement on peut éventuellement se retrouver. C'est que pour moi, il n'y a pas de racisme au sens propre. Les États sont pas sont pas racistes. Les États, par contre, sont des monstres froids. Et comme tout monstre froid, ça a horreur de la concurrence. Et dès qu'il y a quelqu'un qui commence à essayer de faire changer les équilibres, vous pouvez être certain que tous ceux qui sont au-dessus vont taper beaucoup plus fort sur celui qui essaye de monter. Et aujourd'hui, clairement, on est passé sur des États qui vivent essentiellement d'une rente et qui essayent de se mettre dans des stratégies d'influence et donc, quelque part, jouent sur l'équilibre et qui se prennent la raclée nécessaire, on va dire, entre guillemets, de celui qui est en train de monter. Bon. Je parle pas de racisme parce que pour le coup, c'est vrai pour quel que soit l'État qui essaye de créer sa place. Tous ceux qui sont déjà en place lui mettent tout ce qu'ils peuvent dedans. Maintenant, je pense que et le vrai débat, il est là quelque part. C'est aujourd'hui, c'est se poser la question, tous ces événements-là, qui sont des événements d'influence, qui sont importants pour des États, pour s'imposer sur la place internationale, à quelles conditions est-ce qu'on est prêt à les accepter? Non pas ceux qui viennent d'être faits, parce que ceux-là, on n'y peut rien. Mais les prochains. On sait que dans 4 ans, il va y avoir à nouveau une Coupe du Monde.
est-ce que ça va être même position, même tir? Est-ce qu'on est prêt à accepter aujourd'hui? Et je pense que c'est le seul intérêt d'ailleurs du débat et de ce qui nous réunit ce soir, c'est de nous poser la question, en fait, ok, d'accord, on s'est rendu compte jusqu'où on pouvait aller, est-ce qu'on a envie que ça continue pareil ou est-ce qu'on a envie que ça change? Et là, pour moi, ça commence à devenir productif, puisqu'on parlait tout à l'heure du temps qu'on accorde pour faire ce genre de choses. Pour que ce soit productif, la première chose, c'est mettre la pression maximale, non pas sur le Qatar, encore une fois, ça sert à rien, mais par contre, sur la FIFA, pour leur dire, c'est bon, maintenant vous arrêtez. Il suffit pas de mettre un paquet de pognon sur la table pour pouvoir organiser ce genre de choses. J'aime pas mélanger la morale et le sport. Le sport, c'est très simple. Hein. On met des gens sur un terrain, en l'occurrence, les mêmes règles pour tous, et que le meilleur gagne. Bon, après, on pourra toujours dire que les arbitres sont vendus, etc. Mais globalement, le vrai sport, c'est ça. Tout le monde sur le même terrain, avec les mêmes règles, et on y va. Et par contre, ce qui se pose question, c'est aujourd'hui comment fonctionne la FIFA. Et ça, ce qui m'étonne énormément, c'est que personne ne pose ce débat-là aujourd'hui, alors que c'est ça le vrai sujet. Comment la FIFA distribue finalement? On disait, est-ce que c'est normal que ce soit que les États-Unis aient 2 fois la Coupe du Monde? Mais oui, enfin, alors par contre, la tradition, c'est une tradition féminine. Hein. Le soccer, c'est un sport féminin aux États-Unis, pas masculin. Ce qui nous change un peu par rapport à nous, on a une version plus masculine du foot. Mais globalement, comment est-ce que ça se fait que c'est attribué? Quelles sont les procédures et quels sont les critères qui permettent de dire c'est un tel et pas un tel? Et ça, c'est le débat que je pense qu'on devrait avoir aujourd'hui. Et voilà, à quelles conditions est-ce qu'on peut être et donc revenir sur cette fameuse interdiction du Maroc? Pourquoi le Maroc n'a pas pu le faire? Par contre, je trouve ça très ambitieux que de réussir à mettre d'accord le Maroc, l'Algérie et la Tunisie pour qu'ils organisent le même. Si on arrive à faire ça, la paix dans le monde est acquise. Hein, je vous le dis tout de suite, parce que c'est un peu compliqué que de temps en temps entre le Maroc et l'Algérie. Hein. De temps en temps, et puis Gamal, Ouais. il est expert il est expert là-dedans. Moi, je voulais revenir sur certaines choses. Pour l'attribution de la Coupe du Monde, il y a un cahier des charges. Il y a un cahier des charges où le Qatar expliquait que, par exemple, les stades, ils ont construit 8 stades, que les tribunes allaient pouvoir être démontées pour être attribuées en Afrique, que il faisait 26 degrés, notamment donc en novembre, 26 degrés, et que la climatisation extérieure n'allait pas forcément être mise. Mais il y a aussi une question sur les libertés individuelles. Il y a limitation d'alcool, pas le droit d'avoir de sexe, pas le droit d'avoir sexe, pas le droit d'avoir des Hors comportements. mariage, je précise. Comment? Parce que les Qataris reconnaissent quand même qu'on a le droit dans le cadre du mariage. Hein. Oui, Ils donc, ont, C'est normal, c'est leur ouais. morale, c'est leur loi, c'est leur manière de voir le monde. oui. Je sors d'un cours où je viens d'expliquer à mes étudiants que le droit, c'est toujours une société par rapport à un consensus de cette société. Pour les Qataris, ne pas boire d'alcool et ne pas avoir de relations sexuelles hors mariage, c'est un point de loi important pour eux. Voilà, ça C'est pas s'appelle pour les Qataris, c'est pour les musulmans. Mais bon, c'est un peu. Ça, c'est la religion. Il y a C'est la il y a religion. des C'est musulmans Mais ce que je voulais dire, qui tolèrent l'alcool. Hein. ce que je Non, non, voulais non, dire, du tout. Non, non, bon, non, ça, c'est c'est un pas autre les débat. musulmans qui tolèrent l'alcool. Ça, c'est un autre débat. On Ce va sont aller des dans. qui prennent des libertés sur l'islam. Mais l'alcool est interdit de façon formelle en islam. Il n'y a pas de Ça, c'est négociation. certain, et je pense que là, il y a consensus Alors, on là-dessus. connaît un peu la musique, hein, parce que je vais même donner les versets. Hein. Oui, bon, ça, bon. Verset 90-91, c'est très strict là-dessus. Il n'y a pas de Là-dessus, on est négociation. tous d'accord. Je pense que Nadia aussi, il est d'accord. Oui, Ouais, je bien suis sûr, d'accord. évidemment. Bon, Bah, ça, il n'y voilà. a pas Donc, pas d'erreur. moi, je parlais plus des libertés individuelles. Oui, tout à fait. Il y aura, mais forcément, il y aura des pays qui n'observent pas ce genre de choses. Je crois le prince du Qatar a dit qu'il n'y aura pas de négociation possible sur cela. Pas de négociation, non. Bah, il est souverain chez lui, c'est normal. Il a dit qu'il allait avoir il allait revenir aussi sur la loi qui donne le droit pour les homosexuels de pouvoir, justement pour cette compétition, de pouvoir abroger cette règle, l'application des homosexuels. Est-ce que Tant mieux. vous, Nadia notamment qui a vécu dans ces pays-là, est-ce que vous ne trouvez pas que le modèle de la Coupe du Monde, avec toutes ces nations qui vont arriver d'un seul coup, ne va pas en adéquation avec les droits de ce pays, et on est un peu dans du amaguis.com pour une Coupe du Monde? Bah, moi, pareil, encore une fois, j'ai l'impression qu'il y a un faux débat. Il y a bien enfin, tout à l'heure, vous étiez en train de donner comment dire, la densité de population au Qatar et la proportion de Qataris versus le reste. Bah, quand vous regardez ces territoires, les locaux, il n'y en a pas beaucoup. Il y a des expatriés qui vivent là-bas, qui travaillent là-bas, et finalement, ils y trouvent leur compte. Hein. Voilà. Et donc, la question, elle se pose à ce moment-là.
pas le jour où il y a des touristes qui passent par là. Enfin, et je veux dire, là, le Qatar, la problématique, c'est de trouver des logements pour les gens qui vont y venir. Donc les gens, ça leur pose pas de problème en fait. Toi, tu parles des locaux. Moi, je parle des touristes qui vont venir du coup au Qatar et qui vont devoir respecter du coup ces lois-là. Il y aura forcément, ce sera des fans de football. Hein. On sait très bien qu'il y a des pays où il y a des hooligans, etc. Notamment aussi, c'est pour ça qu'il y a des Français qui viendront faire respecter. Et il y a eu un match test. Hein, je ne sais pas si vous êtes au courant. Il y a un match test où rien n'a fonctionné. Rien n'a fonctionné. La clim n'a pas fonctionné. L'agencement des spectateurs, rien n'a fonctionné. Quelle réussite, quelle réussite. Magnifique. Donc, est-ce que vous n'avez pas peur d'un fiasco de cette Coupe du Monde? Parce que recevoir du public, c'est pas donné à tout le monde. De recevoir des grands événements comme ça, je pense que c'est. Est-ce que vous n'avez pas peur d'un fiasco de cette Coupe du Monde? Non, non, il n'y a aucun risque. Aucun Je risque. peux répondre là? Vas-y, c'est à toi. Alors, il y a plusieurs éléments. D'abord, les pays musulmans qui ont des principes qui se basent sur ce qu'on appelle les sharia en arabe, ou qui se basent sur le fiqh. Donc, en gros, c'est les trois grands livres de droit musulmans. Ils sont très clairs. Voilà. Moi, j'aime bien parce que quand on montre du doigt des restrictions de liberté individuelle, dont certaines mériteraient d'être quand même un peu appuyées. Je veux dire, l'alcool, c'est pas ce qu'il y a plus sympa dans le monde. Hein. Ce qui m'amuse toujours, c'est de se dire qu'on fait pas le regard de l'autre côté. Alors, la dernière Coupe du Monde, il y a toutes les Coupes du Monde qui ont lieu. Il y a le côté crasse de la Coupe du Monde dont personne ne parle. On l'a en Europe, en Amérique, on a vu en Afrique du Sud. C'est l'explosion de ce qu'on appelle les travailleurs du sexe. C'est-à-dire qu'il y a une surutilisation de la prostitution. C'est le festival, c'est l'horreur littéralement. Les types qui viennent de l'étranger se servent. Ils viennent, ils s'éclatent, ils boivent comme des trous. Il y a des phénomènes de hooliganisme liés à l'alcool très souvent. Et tous ces éléments-là, on n'en parle jamais. C'est le côté sale de la Coupe du Monde, on n'en parle pas. La drogue, l'alcool, machin, toutes ces dérives. Mais par contre, on va pointer du doigt un pays qui les interdit. Ça me fait toujours rire. Alors moi, j'ai envie de dire que si quelqu'un vient dans un pays musulman, si le pays musulman a des lois, tout comme quand on vient dans un pays européen, il y a des lois, il faut les respecter, tout simplement. C'est pas la prison, ils y vont un mois, ils y vont 2 semaines, je sais pas combien de temps. Et en même temps, j'ai envie de dire que pour une fois, ils vont peut-être, on parle beaucoup de sobriété énergétique, être sobre sur le vrai raison, alcoolique. Ils vont peut-être être un peu sobre, ça leur fera pas de mal. Donc là, de ce point de vue-là, je pense que c'est peut-être une petite expérience sympatoche qui est pas mal vue quand on est respectueux des lois locales. Et je pense qu'il y a beaucoup de pays musulmans qui gagneraient à faire appliquer ça. Après, il y a un point sur lequel, évidemment, je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus, et que je trouve débile, hein, je le dis franchement, c'est l'homosexualité. De faire des lois contre l'homosexualité, c'est débile et c'est même pas islamique. Parce que, alors maintenant, je rentre dans un terme un peu juridique par rapport à l'islam, l'homosexualité, comme dans toutes les religions, est considérée comme étant un péché. Mais pas un péché majeur. C'est un péché au même titre que tromper sa femme. C'est-à-dire qu'on va pas en enfer parce qu'on est homosexuel, c'est faux. Puisque, comme disent les musulmans, c'est Dieu qui l'a voulu. Par contre, on dit que c'est un péché, que c'est pas bien. Mais le grand péché, c'est l'association, associer n'importe quoi à Dieu. Ça passe pas. La négation de Dieu, ça passe pas. Tout le reste, ça passe. Donc, quand des gens commencent à faire emmerder les homosexuels, faire des lois contre eux, ou vouloir les taper ou toutes ces bêtises-là, je rappelle que sur 1400 ans de civilisation, il n'y a jamais eu, et je défie qui que ce soit de me trouver un point dans l'histoire du monde musulman, une séquence où on a emmerdé les homosexuels, on les a attaqués, on les a caillassés ou je sais pas quoi. Ça n'a jamais existé. Ce phénomène est récent, malheureusement. Ça s'est développé parce que on s'est modernisé, et qu'avec la modernisation, on a intégré des valeurs qui n'étaient pas les nôtres, qui sont des valeurs de rejet. Alors, je dis pas qu'elles sont occidentales, parce que malheureusement, la question homosexuelle pose problème au monde entier, mais c'est vrai que chez nous, il y avait une sorte de tolérance. On les considérait un peu comme des hurluberts, des fous, mais on s'en foutait. On n'en discutait pas, c'était pas un drapeau. Et malheureusement, ces pays musulmans d'aujourd'hui sont en train de trahir cette tradition de tolérance, et j'ose le mot tolérance, sur des gens qui n'ont rien fait. Et là-dessus, quand on fait une loi anti-homo, c'est stupide. Je considère qu'on n'a pas à les emmerder, c'est bête. Donc là-dessus, autant l'alcool, je trouve ça sympa, autant, je sais pas moi, l'histoire des travailleurs du sexe, moi, je suis pas très fan de la prostitution, je trouve ça dégueulasse, donc j'aime pas qu'on réduise les femmes à l'esclavage. Donc là-dessus, ok. Mais sur la question de l'homosexualité, je trouve ça débile. Franchement, c'est pathétique. Merci, Gamal. Consentant. Mais bon. Comment? Je dis tant que c'est entre adultes consentants, mais bon, après le problème de cette définition-là, c'est qu'elle permet justement la prostitution. Donc c'est prostitution ou même généralement les femmes elles sont pas consentantes. Hein. ou parfois du viol, simplement. Ça existe. Pour le coup, vous allez me dire, le travail associatif vous fait rencontrer des gens très particuliers. Et j'ai rencontré des travailleuses du sexe qui étaient tout à fait fiers de leur boulot
Faudra demander un mouvement d'uni, des féminismes. Très minoritaire, très Mais ça, c'est un minoritaire. autre sujet, Ah, Olivier. je veux bien l'entendre, hein, que c'est pas non plus la majorité de l'espèce, et que Non. effectivement, il y a un véritable esclavage moderne qui tourne autour de ça, avec l'exploitation Tout à fait. de personnes qui sont mises en minorité. Bon, bah de toute façon, pour moi, quand on parle de liberté individuelle, faut savoir de quoi on parle. Hein. Les libertés individuelles, elles sont garanties par la loi. Un pays qui définit sa propre loi, c'est sa société qui définit ses lois. On parlait des États-Unis. Les États-Unis, pendant très longtemps, ont interdit l'alcool. Bon, ils ont rétro-pédalé parce qu'ils se sont rendus compte que c'était pas le top du top non plus. Ce qui est plus gênant, pour ce que j'ai pu en voir, c'est que dans des pays justement type le Qatar, vous avez des statuts un peu spéciaux qui vous permettent, parce que vous n'êtes pas musulman, parce que vous êtes travailleur étranger, à condition que vous fassiez ça au bon endroit et que vous ne soyez pas ivre sur la voie publique, qui vous permet tout à fait de boire de l'alcool. Donc ça, c'est quand même le truc qui est assez gênant, parce que là, on parlait d'hypocrisie, on est quand même sur des pays qui maîtrisent assez bien l'hypocrisie sur le sujet. Mais encore une fois, c'est le pays organise ses lois. À partir du moment où on va se dire que les principaux droits humains qui garantissent effectivement qu'on ne peut pas être mis en prison parce qu'on est ce qu'on est, exemple les homosexuels, on ne devient pas homosexuel, on l'est, hein, on le découvre en cours de vie, et puis on l'accepte ou on le refuse, chacun fait son choix. Mais globalement, tant qu'on touche pas à ça, le Qatar fait ce qu'il veut chez lui, quoi. Je serais tenté de dire, on n'arrête pas d'expliquer que la loi française s'applique en France. Oui, ben la loi qatari s'applique au Qatar. À titre personnel, j'aime bien noter qu'il y a quand même une petite hypocrisie dans la loi qatari, mais je pense qu'on pourrait me servir un peu de choses près sur la loi française, donc je vais pas me montrer trop saignant sur le sujet. Merci Olivier, merci. Il y a Nadia qui veut dire quelque chose? Non, moi pareil, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. De toute façon, les lois, elles sont comme ça. Voilà, pareil, aux Émirats, c'est idem. Vous avez des gens qui vivent là-bas et puis ils respectent la loi du pays. Et puis du coup, ça, on était au courant quand on leur a attribué la Coupe du Monde. Donc, oui, c'est dans le cahier des pourquoi charges. se poser la question aujourd'hui? Voilà, c'est tout. C'est cahier des charges. Pour ça, je vous disais, pour moi, il y a des questions. On passe beaucoup de temps aujourd'hui à 1 mois et demi, alors qu'en vrai, on le savait depuis le début. Voilà. C'est certain. Alors, je voulais revenir aussi sur les fan zones, sur les écrans géants, où il y a certaines villes, notamment Martine Aubry. La première, elle est à Lille, hein, Martine Aubry, qui est forte pour faire des lois et des choses très intéressantes, où ils ont carrément interdit les fan zones et les écrans. Qu'est-ce que vous pensez de ces politiques qui récupèrent, notamment, comme disait Nadia, à 1 mois de la Coupe du Monde, ce genre de choses, alors que normalement, en plus de ça, on sait très bien qu'on a besoin de chaleur, hein, et puis ces fan zones pourraient nous rassembler, amener un peu de chaleur. On a besoin de ça, on a besoin d'unité dans ce pays. Alors, qu'est-ce que vous pensez du fait que certains maires interdisent les fan zones et les écrans géants? Il y a bon. Oui, il y a Lille, il y a Paris, il y a Courneuve. Ah, moi, on parlait de quoi? Martine Aubry, c'est un fromage, c'est ça? Parce qu'on l'a oublié, il me semble. Je me moque d'elle, simplement. Ouais, c'est un fromage qui est coupé en 35. Tout à fait. Donc, non, mais ça, c'est non seulement bête, je sais pas pourquoi ils nous donnent des leçons, et surtout, c'est un coup de crasse à la population. On sort d'un Covid, on sort de tout un tas de problèmes, ça fait un peu rêver les gens, le foot. Moi, je suis pas un grand fan de foot, je vous cache pas, j'y connais rien. Le PSG, je sais pas qui est footballeur dedans, ça m'intéresse pas le foot. Je regarde juste la Coupe du Monde pour l'Afrique, c'est tout, ça va pas plus loin que ça. Je suis très nationaliste africain, mais il ne demeure pas moi que je comprends que des gens aiment ça et que c'est un coup de crasse à faire à leur administrer. Je trouve ça minable, qu'ils les emmerdent pas. On n'est pas là pour donner des sons au Qatar. Je veux dire, la Coupe du Monde a été faite aux États-Unis, qui est un pays qui est pas trop sympa non plus. Il y a eu des Coupes du Monde partout. Il y a des pays qui n'étaient pas forcément recommandables. Donc c'est un peu dégueulasse d'emmerder les gens avec ça. Qu'elle laisse rêver les gens, qu'il y ait des fan zones, qui s'amusent, qui se fassent plaisir. C'est un petit moment de chauvinisme national qui fait du bien. C'est un chauvinisme qui fait pas de guerre. Donc pourquoi emmerder les gens? Je trouve ça minable. Alors Aubry le fait, comme par hasard, c'est une PS. Comment elle s'appelle l'autre à Paris? J'ai plus son nom, c'est Isabelle la catholique. Là. Comment elle s'appelle? On s'est compris, la maire de Paris. Oui, je fais exprès de son nom. J'ai beaucoup de mal avec elle.
Franchement, je la supporte pas. Elle a fait de bonnes choses pour Paris, hein, mais par ailleurs, ce genre de comportement dogmatique est absolument bête. On n'a pas à prendre sa population en otage avec ce genre de choses. C'est pas normal, c'est pas sympa. C'est bon, ils ont pas été élus pour emmerder le monde. Laissez-les tranquilles. Si vous avez un problème avec le Qatar, coupez les financements du Qatar, n'acceptez plus l'argent du Qatar, mais venez pas pourrir la vie de citoyens qui se retrouvent à ce moment-là. En plus, il fera froid, c'est l'hiver. Donc, les fan zones ne vont pas être chargées. Mais là, c'est vraiment pas sympa. Donc, mon sentiment, c'est que c'est de la politique mélangée au sport. Faut qu'ils arrêtent là parce que c'est plus possible. Bon. Nadia, un mot là-dessus? Bon. Non, moi, si il n'y a pas les fan zones, je veux juste savoir où va l'argent finalement. Toutes ces économies faites, en fait. Voilà. C'est ma seule Je pense question. que déjà la première chose, ce qu'il faut voir, hein, et on l'a encore à nouveau, puisque là on vient d'avoir une requête de ce qu'on appelle le bloc communal, c'est-à-dire de l'ensemble des communes, une requête pour essayer d'obtenir des financements supplémentaires de l'État pour gérer le surcoût de tout ce qui est énergie. Donc je pense que sans le dire, et en tout cas en essayant d'habiller ça d'une manière ou d'une autre, le premier objectif, c'est d'économiser sur des budgets qui, cette année, vont être très compliqués à maintenir. Donc, on va dire, c'est une manière polie d'essayer d'éviter de passer pour un mauvais gestionnaire. C'est ça. En plus, vous invitez les fan zones, qu'est-ce qui va se passer? Les gens qui aiment le foot, ou les gens qui ont envie justement de se retrouver, vous mettez n'importe quel cafetier, ça lui coûtera pas très cher de mettre un grand écran, de s'acheter l'abonnement, de le diffuser, et en plus il fera des affaires. Donc globalement, ça facilite plutôt le petit commerce. C'est pour ça que je me demande toujours s'il n'y a pas aussi une petite idée dans la tête, c'est de financer un peu mieux, enfin de donner un petit coup de pouce aux cafés et autres qui pourront organiser de cette manière-là. Sans compter que on parlait d'auto-entreprise, on aura toujours un ou deux petits malins qui trouveront un moyen de se prendre une salle, de mettre un écran au fond et de faire payer l'entrée. Voilà. Justement, c'est intéressant parce que là, il a soulevé une question très intéressante. En termes de stupidité, on va y aller. Les fan zones, c'est un écran géant qui coûte, bon, ça fait un petit peu d'énergie, mais c'est pas tellement énergivore, hein. Par contre, des centaines de milliers de cafés qui vont mettre le même petits écrans partout, hein. Là, ça risque de pomper un petit peu. Et comme ils vont limiter la consommation, je crois qu'on va vraiment s'amuser avec ces coups du monde. Ah oui, mais globalement, le principal coût, c'est pas tellement l'écran, hein. Lorsqu'on veut organiser ce genre d'événement, quel qu'il soit, ça va être tout ce qui va être autour. Et en particulier sur le Champ de Mars, par exemple, ça coûte extrêmement cher à la mairie. Tout ce qui est préparation du terrain et réparation ensuite, parce que même si vous avez les gens les plus civilisés du monde, si vous mettez plusieurs milliers de personnes sur une pelouse, ils auront beau se comporter comme le summum de l'humanité, ça fait du dégât, donc il faut réparer. Et tous ces coûts-là, c'est ces coûts-là en fait sur lesquels on fait des économies. En soi, l'écran, oui, effectivement, c'est pas grand-chose. Effectivement, si on y réfléchit 30 secondes, en termes d'efficacité énergétique, on fera pas mieux. Mais voilà, c'est le budget de la mairie. En ce moment, je pense que quelle que soit la ville, que ce soit Lille, que ce soit Paris, mais plein d'autres, hein, ça leur coûte, de toute façon, ça leur coûte trop cher. Je rajouterais un cas qui était assez marrant, c'était je crois que c'était le maire de l'Île-de-Groix qui disait de toute façon, moi je vais pas faire. J'allais dire que j'allais les boycotter, mais ce serait stupide. Si jamais je mettais un grand écran, j'ai toutes les chances qu'elles se retrouvent avec un coup de vent, que ça se retrouve à la mer. Donc il y a aussi plein de mairies qui n'ont pas envie parce que tout simplement les conditions météorologiques vont être désastreuses. Ouais, pluie, froid. Aucun intérêt à faire ce genre de choses. Mais par contre, c'est de la communication. Quand vous êtes socialiste et que vous voulez récupérer de l'électorat écologiste, ça vous permet à peu de frais de vous acheter une vertu et de vous dire oh là là, regardez, je suis prêt à sacrifier le foot pour l'écologie. Tout à fait. Vraiment. Bon, écoutez, on aura fait le tour, on aura fait le tour du monde, hein. Oui, quasiment. Je vois que Olivier, très ironique avec cette arrêt sur image, mais il est très ironique. Il est en mode éolienne. Il est en mode éolienne. Ouais. En écolo, c'est pas mal, ça. En mode éolienne. J'ai l'impression qu'il y a un peu d'économie d'énergie, là. Il n'y a pas le match qui a repris depuis tout à l'heure? Je sais pas du tout. Je regarde pas. Je sais même pas quel match qui vont jouer, donc. Je sais, mais normalement, il y avait un journaliste qui devait venir sportif et il m'a dit. C'est pas lui. C'est pas lui. Non, lui, non, c'est pas. Non, c'est un politique. Lui,
Non, il y a un journaliste sportif qui devait venir, mais il m'a dit après le match. Je lui ai dit, bon, il est 20h37, il est fini le match ou pas? Je sais pas Je du pense tout. pas. En plus, Non, je c'est pense un bon. Non, mais il est marrant, il est marrant, Olivier, et c'est important d'avoir quand même son point de vue. Euh, mais mais j'avais une ultime question. Euh, Gamal, une vraie question. T'es marocaine, Nadia? Ouais, d'origine Non, marocaine. t'es d'origine marocaine. Tu n'es pas. Si l'Algérie avait été qualifiée, tu aurais boycotté ou pas cette Coupe du Monde? Bon, non, il n'y a aucune chance. C'est évident, les Marocains n'ont aucun problème avec les Algériens au niveau du peuple. Oui, C'est un non, peu le problème politique. Bah non, justement, on aurait été heureux d'organiser la Coupe Tout du à Monde fait. avec vous parce qu'on aurait espéré que l'un d'entre nous la gagne. Voilà. Tout à fait. Tout à fait oui, d'accord. Non, simplement pour dire quoi? Pour dire qu'il y a une chose que les gens ont oubliée tout à l'heure. Bon, j'ai pas pu répondre à l'affirmation d'Olivier qui était un peu trop rapide. C'est vrai que le Maroc et l'Algérie, ça se passe pas il va mal. venir. Pas- oui, ça se passe pas bien actuellement pour simplement une raison, c'est des questions politiques, pas plus que ça. Mais par contre, il y a une réalité, c'est que cette tension a toujours existé. C'est pas d'hier, c'est depuis 63. Donc, Mm. mais ce qui est certain, c'est que quand le Maroc a été refusé d'organiser la Coupe du Monde, d'ailleurs, on doit à l'Arabie, sympa, les amis, eh bien l'Algérie a voté en faveur du Maroc. Et ça, on l'a pas oublié. Quand l'Algérie va gagner la Coupe d'Afrique, c'est le peuple marocain qui fait la fête avec l'Algérie. On a vu, c'était incroyable ce que j'ai vu, parce que j'ai vécu Mm. pendant quelques mois au Maroc. Je connais assez bien le pays, je connais bien Tanger, Marrakech, je préfère Tanger d'ailleurs. Mais j'ai vécu là-bas et je vois la ferveur populaire. C'est que ces questions politiques n'intéressent pas la population. Quand on voit ce qui se passe à la frontière, c'est une famille marocaine-algérienne, elles sont mélangées et elles se disent bonjour de Loire, c'est la même famille. Donc la question politique n'arrive pas à toucher la population. Les excités, en vérité, ce qui pose problème, et je parle des deux camps, hein, c'est les Marocains algériens de France qui se comportent comme des imbéciles, qui s'invectivent, qui alimentent cette imbécilité, alors que dans les pays d'origine, ces questions-là n'existent même pas. D'abord parce qu'ils ont d'autres questions plus importantes en termes économiques, et d'une, tout le monde veut manger, vivre normalement, et de deux, parce que les débats d'hommes politiques qui se rentrent dedans, ça leur passe complètement au-dessus de la tête, ils n'ont pas la décision. Donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est si un jour l'Algérie et le Maroc se rabibochent, on voit déjà par exemple le roi du Maroc a été invité pour le 1er novembre et le 2 novembre par rapport à Mm. cette fameuse grande rencontre de la Ligue arabe. Il a été officiellement invité. On pouvait penser que l'Algérie le ferait pas. Elle le fait parce qu'elle est obligée de le faire pour une question de courtoisie, et elle le fait parce que peut-être qu'il y aura une discussion. Mais ces questions comme ça, maroco-algériennes, politiques, moi je considère, c'est pour ça que le Maroc va jouer en Coupe du Monde, je l'ai soutenu à la dernière Coupe du Monde, je soutiendrai toujours, il n'y a aucune différence, comme la Tunisie, comme tous les pays africains, mais ceux-là en particulier, qui sont plus chers à mon cœur. J'espère qu'ils vont la gagner, je vais encore plus loin. Eh bien, le Maroc n'a pas de raison d'en vouloir aux Algériens, et vice-versa. C'est tout. On ne peut pas dire plus. Moi, j'ai un principe, il est simple, c'est que je considère que je suis maghrébin, qu'ils sont maghrébins comme nous, et qu'il n'y a pas de différence. Bon, écoute, au moins c'était clair et c'est mérite de l'entendre. Mais nous aussi, dans les quartiers, enfin, on entend toujours les Ah oui. Algériens, les Marocains. On sait même pas pour quelles raisons on dit ça comme ça, juste pour mettre un peu de piment, pour plaisanter. Mm. Oh, Olivier, t'es revenu, ça y est? Ouais, Oui, de retour. désolé, je sais pas ce qui s'est passé, hein, ça a bloqué. Sobriété énergétique. Ah, Ça doit être ça, ouais. Non, c'est surtout que, du fin fond de ma campagne, parfois il y a du mal. En plus. Bon, bah, en fait, j'attendais un petit peu que le journaliste sportif nous donne un peu toutes les questions, toute la thématique et l'angle de vue d'un journaliste de sport, parce que c'est quand même une Coupe du Monde de football, ça reste encore du sport. Mais nous, on a vu toute la périphérie, c'est intéressant. Est-ce que Nadia, on va poser la question à Nadia, est-ce que tu penses que l'équipe de France a vraiment une chance de, de, de pouvoir au moins Elle est bonne, celle-là. bah, c'est important parce que on sait très bien Ouais, que l'équipe de France était élue au premier tour. Toutes ces questions-là, on va vite les effacer. Hein, mais est-ce que concrètement, au niveau footballistique, est-ce qu'il y a une chance pour l'équipe de France de pouvoir défendre son titre honorablement, selon toi? Moi, j'aimerais beaucoup. Parce qu'en 98, j'étais trop petite et en 2018, je vivais en Suisse. Du coup, j'ai raté l'euphorie ici. On m'a envoyé les vidéos. Donc, j'ai envie de la ouais. revivre ici. Il y aura même peut-être pas de fans pour que j'y aille. Mais ouais, mais en fait, le problème, c'est que, bah voilà, comme tout sportif, hein, c'est le mental, hein. Donc là, si vous les polluez avec des sujets comme ça, et puis entre tout ce qu'on entend sur les différents joueurs, bah, c'est un petit peu inquiétant, j'allais dire. Il faut avoir aussi un bon marabout. Hein. D'après De quoi? papa, il Voilà, faut Un être... bon voilà, quand j'ai dit tous les joueurs, je vais pas citer tous les exemples, mais il y en a tellement, voilà, exactement. Après, au Maroc, il y a des bons marabouts, mais bon, Bon, je... ça un c'est un autre... marabout, c'est autre chose, mais bon, C'est pareil. je le Et, dirai en off. et Olivier, alors les chances de l'équipe de France pour Non, mais ce mondial? incapable.
Déjà, je sais même pas qui a été sélectionné, donc là, ça va être super Ah, c'est gênant. chaud. Alors, non, mais en fait, on va être très clair. Hein, pour moi, la vraie question, c'est la seule chose que je ne veux pas, c'est une équipe qui se bat pas. Parce que moi, mon sport de référence, c'est le rugby. Il y a des gens qui viennent m'expliquer que l'équipe de France est d'une nullité affligeante parce que. Il vient de m'expliquer quasiment dans la même foulée parce que j'ai connu 98, désolé. Ouais, comme tout le monde. Moi Je aussi. me rappellerai toujours d'un déjeuner en 97 où j'ai avec des collègues et qui m'ont expliqué pourquoi est-ce qu'on allait perdre la Coupe du Monde l'année prochaine. Ouais, Donc bah, ouais. parce que Aimé Jacquet était complètement nul, qu'il avait rien compris, que Zidane, on se demandait franchement ce qu'il foutait là. Enfin voilà. Donc les mêmes qui se retrouvaient un an après, je pense avec moi aussi, hein, C'est dans les méchant. rues à hurler comme des perdus. Bon voilà. Mais c'est ça qui est magique d'ailleurs dans le foot. Hein. Si vous prenez des gens comme moi qui ne comprennent mais rien à Ouais. ce sport, hein, et tout d'un coup, parce que il y a trois ballons qui arrivent il y a eu d'autres matchs. Hein. Je vous avouerai que le premier match où je me suis dit ah c'est quand même des mecs assez extraordinaires, ça avait été que je crois que c'était contre l'Uruguay où Thuram avait marqué 2 fois. Et là, moi j'étais en train de regarder ça, je me disais mais expliquez-moi, les mecs qui sont à l'arrière, c'est normalement jamais ils marquent. Qu'est-ce qu'il vient faire Ouais, lui là c'est clair. Voilà. Donc ces moments-là où qui sont complètement extraordinaires, ou alors quand j'étais enfant en 1984, ce fameux match contre l'Allemagne. Ouais, contre l'Allemagne. Ouais. Voilà. Schumacher. Donc c'est ce qui est impressionnant, c'est que des gens comme moi qui comprennent rien au Mm. sport, qui ont du mal déjà à se rappeler qui sont tous les joueurs. C'est tellement dramatique, c'est un film avec des rebondissements qui vont dans tous les sens. Vous vous mettez à hurler, à sauter dans tous les sens au fur et à mesure, et ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. C'est quand même extraordinaire quand vous avez en plein match, vous avez les fenêtres ouvertes et que vous entendez un silence de mort à l'extérieur, et parce qu'il y a un but, vous entendez tout le quartier qui se met à hurler. Mais des trucs, des gens, on se dit, mais il y a un mort, c'est pas possible. Voilà. Donc ça, je dirais, le pronostic, à la limite, je m'en fous. Mais vraiment, c'est-à-dire que bon, si la France gagne, je serais très heureux. Hein, je vais pas non plus vous vendre du truc. Mais un beau match avec des belles équipes et qui y vont, puisque moi, mon sport de référence, c'est le rugby. La seule chose que je veux pas quand l'équipe de France joue, c'est qu'elle perde Ils se contre battent. l'Angleterre. C'est la seule défaite interdite. Les Anglais, vous me les foutez, mais au plus bas, je m'en tape, vous les laminez, mais jamais on perd contre l'Angleterre, ça ne se C'est fait pas. le rugbyman qui parle. Voilà, après, mais je suis prêt, mais même les équipes des Tonga, je regarde leur match parce que je les trouve géniales. Et même les Japonais. Et je peux vous assurer que les Japonais, quand ils se sont pris des All Blacks, c'était une horreur. Ils se sont fait, mais oh, j'en avais mal pour eux, les pauvres garçons. Mais ils allaient au combat. Mais c'était vraiment, vous voyez vraiment le courage des types qui allaient se prendre, mais des branlées, mais sévères, mais qui allaient quand même. Et ça, vous voyez, moi, dans le sport, que ce soit le foot, bon, le rugby, c'est plus facile, mais même le foot, le gars qui y va, qui fait pas semblant, qui se dit, OK, j'ai qu'une chance, mais sur un malentendu, ça peut passer, et parfois ça passe, bah, quelque part, moi, je le respecte, et c'est ça qui me fait plaisir, même si je comprends pas les règles. Merci, Yves. Et Gamal, équipe de France. Bah, moi, je vais être très honnête. L'équipe de France de 98 était une très bonne équipe, indiscutablement, puisque le match avec le Brésil a confirmé qu'il y avait un niveau très élevé, avec une équipe cohérente, qui fonctionnait bien, qui s'entendait bien, qui avait un super entraîneur, sélectionneur pour être précis, et qui a fait le boulot, qui a eu l'intelligence de dire aux Français. Alors, il y a Olivier qui vient de faire référence à 84. 82, 84, on peut parler de ces deux matchs parce que c'est quand même un truc qui était symptomatique. Il a dit à son équipe, vous ne jouez pas la carte de la grosse tête, vous ne parlez pas aux médias, je vous isole et vous allez bosser parce qu'on n'a rien gagné. Chaque match, il leur disait ça. Ça a donné une humilité à l'équipe qui a créé une cohésion de groupe très puissante qui a fait que cette équipe a brillé et elle était offensive. J'aimais bien cette équipe. J'ai pas aimé la dernière équipe de France qui a gagné la Coupe du Monde. Je trouvais qu'elle traînait en arrière. Les matchs étaient piteux, c'était des calculs de points, c'est tout ce que je déteste dans le foot. Et là, Olivier faisait référence au fait qu'il fallait y aller, ils y allaient pas, ils ont calculé, c'était vraiment pas glorieux, ils ont gagné la Coupe du Monde, je suis même pas revenu qu'ils aient gagné tellement c'est incroyable. Et si c'est la même équipe qui est alignée cette fois-ci avec ce sélectionneur que j'ai beaucoup de mal avec lui, on voit l'affaire avec un joueur qu'il a écarté pour des raisons qui ne sont pas les bonnes. Et bien j'ai envie de dire simplement parce que Benzema était le meilleur joueur, on le sait très bien aujourd'hui, hein.
c'est vérifié par rapport à ses performances. Et c'est pas parce que Benzema, ça aurait pu être un autre, c'est pareil. À l'époque, c'est les Italiens. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une équipe, cette fameuse équipe Black Blanc n'existe plus, évidemment. C'est passé, malheureusement. Cette cohésion de groupe qui a existé a disparu. On a eu ça 2 fois dans l'histoire du foot français. Dans les années 80, c'est vrai que c'était une équipe extraordinaire avec Platini, Giresse et autres, qui était brillant, mais vraiment impressionnant. Et là, la séquence de 84 avec Schumacher qui va éclater Battiston, qui va y péter 3 ou 4 dents, juste parce qu'il a la haine des Français, ça c'est minable, mais ça prouve que l'équipe était excellente. Ça prouve qu'elle avait fait peur à l'Allemagne, qui était pas glorieuse aussi parce qu'elle a triché aussi en 82 contre l'Algérie. Bref, c'était pas une belle Allemagne à ce moment-là. Mais cette équipe-là, s'ils nous alignent le même type d'équipe que la dernière fois, ça va pas être très sympa à voir. J'espère qu'ils ont changé de stratégie, qu'ils seront offensifs, qu'ils nous montreront du spectacle. Parce que moi, quand je regarde un match de foot, je regarde que les Coupes du Monde, faut être très clair. J'aime voir des buts. J'aime pas les mecs qui restent planqués au fond et qui attendent des balles de contre. Ça, c'est écœurant. Et là, je rejoins Olivier, j'imagine Nadia, pareil. Quand on veut voir un match, on veut voir du spectacle, on veut voir de l'offensif, on veut voir de beaux dribbles comme Zidane ou des joueurs comme ça au Platini qui étaient extraordinaires. On veut voir vraiment un match spectaculaire et pas un truc de pantouflard qui fait des calculs. Non, c'est clair, hein. On veut de l'émotion. Et comme Tout à quoi, fait. en fait, le football, on n'y connaît rien. Moi, la première, j'ai une famille, c'est des footeux. Mais tout ça pour dire que ouais, ça cache aussi toute la misère du monde. Là, regardez, on parle d'un sujet qui est pas forcément lié au foot, mais le foot nous a amené à avoir des discussions sur des trucs qui sont profonds, quoi. Donc ouais. On peut revenir aussi au, au fait que il va se passer en France certains enjeux, hein. Possiblement la retraite, possiblement la réforme chômage. Et c'est vrai que ce moment-là peut aussi se dire on vous interdit, ensuite on vous laisse avoir des fan zones pour que les réformes puissent passer. Et ça aussi, c'est une lecture. Mais par rapport au foot, tout à l'heure, tu as dit, Olivier, le match avec Thuram, c'était contre la Croatie. Il avait fait une boulette. D'accord. Mais après, il monte 2 fois et il met des buts. Bah bon, mais voilà, mais quelque part, cette boulette-là, bon, je vous avoue très sincèrement, s'il n'y avait pas eu un commentateur sportif pour parler de cette fameuse boulette de Thuram, moi, à titre personnel, enfin voilà, il y a un truc moi que je trouve extraordinaire, hein, même quelle que soit l'équipe, le foot, il y a quand même un certain moment et un certain niveau où vous pouvez prendre l'équipe la plus mauvaise de la Coupe du Monde, vous essayez de jouer contre eux. Enfin, en tout cas, moi, j'essaye de jouer contre eux. Je pense qu'au bout de 5 minutes, à part des larmes de honte, j'aurais pas fait grand-chose. Hein, je vous dis tout Tout de à suite. fait. Donc, j'ai quand même, voilà, c'est un truc que m'a appris le rugby. C'est celui qui est sur le terrain, tu le respectes Tout à parce fait. que tu sais qu'il va en prendre. Mm. Et même si le foot est moins physique, le type pour qu'il puisse se mettre ses crampons sur la pelouse, et vous prenez la pire des équipes, hein. Même les équipes qui font rire tout le monde, je pense à l'équipe du Japon qui par moment était un peu particulière. Je fais peut-être une fixette sur le Japon, mais c'est très sincèrement l'équipe de rugby du Japon est une équipe qui m'a toujours impressionné. Mais dans le sens, c'est les mecs qui vont au sacrifice, hein. Quand on voit ça, on se dit je comprends les kamikazes là vraiment. Et donc même au foot, même ces gens-là qui sont censés être mauvais, ben voilà, moi je me dis ils sont là, ils ont bossé pour être là, ils ont des rêves et ça le rêve c'est quelque chose qui est quand même quelque chose qui nous manque aujourd'hui et donc me dire avoir le minimum de respect pour ces gens-là, voilà, c'est même quand effectivement ils me donnent pas le spectacle que j'aimerais avoir, voilà, j'essaie quand même de garder ce respect, même si effectivement j'aime bien les équipes qui y vont quoi. Où c'est on se dit waouh, il y a peut-être que 3 buts, mais c'est 3 buts où à chaque moment on a vu pour chaque équipe qu'ils avaient envie d'en marquer 10 quoi. c'est la société du spectacle et forcément ça engendre aussi les droits télé aussi ont fait que énormément d'argent. On peut parler du championnat anglais, hein, là où du premier au 20e, tous ils y vont à fond. Donc forcément, ça donne beaucoup d'espoir. J'ai envoyé une dernière demande aux journalistes sportifs pour qu'ils nous donnent, en fin de live, pour nous donner un peu d'éléments. Je pense on a bien fait le tour des problématiques liées, l'environnement, la question des travailleurs, la question de l'éthique de cette Coupe du Monde, l'enfumage, hein, parce qu'on parle de la Coupe du Monde à 1 mois alors qu'elle a été donnée il y a 12 ans. On a parlé aussi du spectacle. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Moi, je vais dire un truc pour ajouter ce qui a été dit par notre ami Olivier. C'est vrai que
Moi, j'ai pratiqué le foot quand j'étais plus jeune, hein, comme tout le monde. Hein. Tous les mecs du quartier, on fait du foot. Hein. Et on courait sur un demi-stade, hein, sur la moitié du terrain, parce que c'est cauchemardesque de se taper les longueurs, parce qu'il faut vraiment un physique d'athlète, il faut vraiment être très résistant, parce que quand on se fait tacler, bah, c'est un massacre. J'ai été taclé 2 fois, une fois j'ai une fracture tellement ça va fort. Et pour autant, on était à un niveau ridicule. On était à un Hum, niveau de petits joueurs, quoi, clairement. Et là, quand on a ces types-là, la dernière équipe de Coupe du Monde qui arrive en Coupe du Monde, c'est des athlètes de très haut niveau. C'est les meilleurs du monde, il n'y a pas à discuter. Même l'équipe qui a l'air la plus ridicule, c'est la meilleure. Et s'affronter à ce genre de gladiateurs du terrain qui donnent tout, parce qu'il faut être honnête, ils donnent tout. Même quand ils mettent pas de but, ils donnent tout. Hein. Ils courent comme des dingues pendant 90 minutes, voire plus. Parfois, ça dure 120 minutes. Eh bien, ça, c'est un respect que j'ai. Je ne serais pas de ceux qui vont, comme devant leur écran, insulter un joueur parce qu'il a fait une boulette ou parce qu'il n'est pas assez performant ou ce genre de bêtises. J'ai entendu ça souvent. J'ai envie de dire que la personne qui l'insulte va sur le terrain, met des crampons, on discutera. C'est très difficile. C'est des sports de très haut niveau. Faut jamais oublier. C'est des sports très dangereux physiquement. Hein. Parce que le rugby, c'est évident quand ils se font des charges ou qu'ils se font des mêlées. Bon, on sent bien que les gars, c'est des sanguins. Mais dans le foot, c'est devenu de plus en plus physique parce que les mecs font de la musculation maintenant. On a des Golgoth sur le terrain. Je compare toujours ce que je connais très bien. L'équipe d'Algérie de 82, c'était des baguettes. L'équipe de maintenant, c'est hyper massif parce que la musculation est obligatoire. Donc, on a des gens qui sont très physiques, sur des performances qui sont très élevées, et ce sont les meilleurs qui s'affrontent. Et quand on a des meilleurs qui s'affrontent, eh bien, pour faire la différence, c'est très difficile de départager deux grandes équipes avec de grands gardiens et de grandes défenses. Donc là-dessus, respect total pour ces joueurs. Je suis pas un fan de foot, mais je respecte le joueur de haut niveau qui a tout donné, qui se sacrifie littéralement, qui ne vit que pour ça, pour donner du spectacle aux gens et les faire rêver et sortir un peu de théâtre d'opérations militaires parfois qu'on voit et qui sont plus tristes. Là, c'est un affrontement qui est pacifique et j'apprécie pour ça le foot. ah, forcément, ouais, je Ouais. suis d'accord. Un grand, grand respect. Nadia, t'as fait du foot, toi, ou pas? Non, mais j'ai une famille de footeux, donc là, il y a le foot derrière moi. Non, non, j'ai pas fait de foot. Je jouais avec mes cousins avant, mais non, j'ai pas fait de foot. Non, mais simplement, je voulais dire, ouais, le respect, parce que faut savoir aussi que c'est leur métier, hein. On ne demande pas, comment dire, un cadre dirigeant ou quelqu'un qui a un super poste dans une grande boîte et qui va se rendre en Chine ou au Qatar pour signer un contrat de boycotter le pays. Voilà. Mm. Donc, laissons les joueurs tranquilles. On leur doit le respect. Je pense qu'ils ont une grosse responsabilité parce que pour certains, aller au front et aller se battre, c'est aussi offrir une victoire pour que justement les problèmes du pays s'apaisent pendant un court terme, quoi. Donc voilà, c'est vraiment de se dire respectons-les et puis ils sont pas responsables de tous les problèmes politiques et autres qu'on a discutés. On le voit très bien. Pendant les élections, on a demandé aux footballeurs de donner des consignes ou autres. Ce sont des sportifs. Et le sportif, il faut qu'il reste aussi à sa place. On aime bien idolâtrer ces joueurs. Et on a bien vu avec Kylian Mbappé quand on lui a posé une question sur le fait de possiblement de prendre le car ou de prendre l'avion. Il s'est mis à rire parce que il s'est mis à rire et tout le monde s'est payé sa tête. Mais ça reste qu'un footballeur. On lui demande de jouer dans 3 jours à 900 km de Paris. Bah, d'un point de vue de footeux, pour lui, c'est pas dérangeant de prendre un avion privé. Je pense qu'on demande trop aux footballeurs. Et, avec les réseaux sociaux aussi, il y a une démonstration de richesse, une démonstration de plein de choses. Et ça peut aussi les jeunes les mettre dans quelque chose où on a envie de. Il y a l'effet Mbappé aussi. Hein. Si vous voyez sur les stades, les terrains de Mmh, foot, notamment à Cergy, moi j'habite à Cergy, où il y a un bien club de sûr. foot, où vous voyez les pères de famille et les mères de famille qui sont là à crier, à hurler des Mbappé, il y en a partout les quartiers. Mais il n'y en a qu'un seul. C'est clair. Et ça aussi, c'est aussi notre sort aussi de faire émerger autre chose que des footeux. Il n'y a pas que le foot, il y a le rugby. Tout à l'heure, il y a un auditeur qui parlait de skateboard, il y a du tennis. Il y a pas mal de choses à faire. Et il ne faut pas non plus dire quartier, foot. Quartier, foot, boxe. Bon, moi, j'ai fait du foot et de la boxe, mais bon. Bah, c'était Romain de Créteil, hein, soit dit en passant, et c'était pour le rugby, et c'est probablement, même il a des petits problèmes de temps en temps, parce que ça reste un grand sensible sous son côté bulldozer, c'est pour le coup une des personnes qui a le plus marqué le rugby à mon sens. Et Lyon. il vient de Créteil. Ah, d'accord. Et c'est qui? Moi, comment ça Bastaro. s'appelle? D'accord. Moi, j'en ai juste un petit truc qui va être un peu ironique d'ailleurs, après avoir fait mon nationaliste arabe. Le Maroc, Euh, pour citer les grands anciens, j'ai oublié Benazi, qui est aussi
qui d'ailleurs est retourné pour développer le rugby au Maroc. Et le regretté John Alomou. Mais Ah oui, mais alors lui, c'est... le bombardier des All Blacks. Non, mais Et sérieusement, ça, j'ai une icône, hein, John Alomou, pour vous dire. Ce hum, type-là, c'est... Et quand vous... Enfin bon, je fais partie de ceux qui ont regardé ses funérailles et qui ouais, pleuraient comme si c'était pas permis, parce que bon, John Alomou, ouais, c'est un monstre, il était extraordinaire. c'est Pelé, c'est... Ouais. Ah, voilà, je peux même plus en parler tellement ce type était au-delà de tout, au-delà de tout, dans l'humanité, dans le sport, à tous les niveaux. C'est un homme extraordinaire. Je suis d'accord Voilà. avec ça. Ouais. Et oui, donc par rapport à la petite histoire, oui, sur le Qatar, moi j'ai pas un bon souvenir du Qatar pour une chose au moins, c'est que là, il y a une coupe arabe qui a été faite, donc entre les pays arabes avec des joueurs du pays et pas des expatriés, et ils ont été extrêmement détestables au Qatar par rapport à l'Algérie, qui a joué là-bas parce qu'ils nous ont fait un truc qui était lunaire hein, comme arbitrage, l'arbitre qui était clairement payé, mais là il n'y a même pas besoin de le vérifier ou de le demander, c'était tellement ridicule, il a gardé ça monte 40 fois, 18 minutes d'arrêt de jeu, on n'avait jamais vu ça. C'est-à-dire qu'il a tout fait pour qu'il y ait un but en faveur du Qatar, qui jouait contre l'Algérie. Ça n'a pas eu lieu parce que c'était le pays organisateur. Et là, j'ai trouvé qu'ils étaient un peu light au niveau du fair play des Qataris et ils ne voulaient pas perdre. Bon, ils ont perdu de façon, c'était pas pathétique, mais l'arbitre a tout fait pour que le match continue. Il a regardé 10 fois sa montre. C'est rare de voir. C'est-à-dire qu'il savait que le match était fini depuis longtemps, mais il a mis 18 minutes de plus. Donc ça, c'est assez particulier. Ça donne le sentiment quand même qu'en termes de fair play, on a trouvé mieux. Hein. Je me souviens de ce match-là, c'était lunaire. Mmh. Lunaire, 18 minutes, c'est... après, on s'étonne, il y a eu quelques petites réactions. Bon, bah, on va pas l'attendre, hein, 22h58. Ouais, je sais plier là. À mon avis, il est en troisième partie de soirée peut-être. Ouais, il nous fait la troisième Troisième mi-temps. mi-temps. Ouais, ça. Ah non, ça c'est réservé sur le rugby, man. Désolé. Bon, bah, le mot de la fin, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette Coupe du Monde? Je pense on a tout dit. Qu'est-ce qu'on peut dire on va laisser chacun réagir une petite phrase. Nadia, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette Coupe du Monde et c'est cette hypocrisie de boycott, ce que tu disais tout à l'heure. Bah, moi, tout à l'heure, je parlais d'attention et du temps. C'est vraiment de savoir est-ce qu'on met son attention et son temps. Aujourd'hui, c'est ce qu'on a de plus précieux. Il y a des combats qui nous attendent. Hein. Il y a des revendications qui sont à faire à tous ces politiques-là. Continuons de les faire à notre niveau pour que les choses changent ici. En effet, c'est la priorité. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et merci pour l'invitation. Merci, merci. Nadia, il faut lui envoyer 37 invitations pour qu'elle réponde. Donc il faut toujours croire en ses rêves, c'est important. Attends, ça a bugué. Ah oui, non mais ouais, non mais là ça y est, c'est bon, je me suis. C'est le meilleur sujet avec les meilleurs intervenants. Gentil. Très, très bien. On va demander à Olivier de nous dire ce qu'il pense sur cette intervention. L'occasion manquée, c'est-à-dire que mais par contre, il faut vraiment, et c'est pas encore une fois, ok, c'est fait, c'est plié, mais par contre, se poser la question des suivantes. Est-ce qu'on veut continuer comme ça? Donc pour moi, le Qatar, ok, c'est bon. De toute manière, c'était il y a 12 ans qu'il fallait bouger. Mais maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait pendant 12 ans? Est-ce qu'on continue à accepter la situation ou est-ce qu'elle change? Et je pense il est impératif qu'elle change. Et qu'on arrête, qu'on change un peu justement ce cahier des charges et qu'on regarde les choses de manière un peu plus sérieuse. Par exemple, en faisant effectivement non pas un pays, mais plusieurs pays pour pouvoir répartir la charge et faire des choses qui soient un peu plus, qui aient plus de sens déjà en termes de partage, parce qu'après tout, le foot, c'est aussi ça, hein, c'est réussir à mettre des gens qui connaissent rien autour d'un écran pour que tout d'un coup, tout le monde vibre plus ou moins à l'unisson. Merci Olivier, merci, je suis d'accord. Avec Gamal Olivier, c'est comme ça. Au début, ça part, et après. Bon, bah, je relance un petit peu la machine alors. On n'a pas parlé Elles ont vidé la salle, ça veut si dire. vous voulez. Je vais striker 2 fois alors pour le plaisir. On va commencer par une référence qui a été faite tout à l'heure. J'ai envie de dire à Nadia qu'il faut se méfier des bonimenteurs. Je comprends qu'il est séduit, mais Idriss Aberkan, c'est un personnage pour lequel j'ai beaucoup de mal. Il a quand même appelé à voter Le Pen. Non, je parlais juste de attention et temps. Oui, j'entends bien. Mais je tiens quand même à préciser, il a appelé à voter Le Pen, donc il vire de plus en plus à droite. J'aime pas trop la démarche, mais bon, malheureusement c'est comme ça. Ensuite, concernant ça, moi j'ai envie d'avoir une Coupe du Monde organisée, co-organisée effectivement, de façon tournante, hein, que chaque continent puisse organiser à chaque fois, et non pas qu'on voit qui a le plus d'argent, mais que chaque continent à chaque fois la fasse, ce qui serait normal. Hein. Une Coupe du Monde co-organisée par la Russie et l'Ukraine, ce serait super.
Je pense que ce serait pas mal. Ça créerait peut-être enfin un peu de paix dans la région. Bon, évidemment, c'est un vœu pieux, mais c'est pour le plaisir de taquiner un peu Olivier, qui, je pense, a compris la petite remarque au premier épisode. Bon, bah écoutez, merci à vous trois. Hein, c'est vraiment un plaisir. Hein, Merci. une belle alchimie entre les trois. Hein, c'était très intéressant. Et merci aussi aux personnes qui ont réagi sur le chat. Nadia, tu reviens quand tu veux. Hein, il Ouais, avec faudra plaisir. Merci. 37 prochaines invitations. Bah, Et, au 37e, voilà, tu mets un sujet intéressant. et Olivier aussi également. Olivier, quand Gamal est là, Olivier est là. Vous êtes inséparables. Avec plaisir. Ouais, voilà, vous avez quand même un gros coup de bol parce que le mercredi, en plus, c'était mon premier cours aujourd'hui. Donc, Ouais. le temps que je revienne de la fac, mais ça a fonctionné. Donc, les transports en commun, ça peut marcher parfois. Ah, Une question Merci, indiscrète. Hidalgo. Non, je rigole. Ah, non, il est pas à Paris. Hein. Arrête. Euh, Ah, pardon. une question indiscrète, Olivier. Vous êtes prof de quoi? Ça m'intéresse. Alors là, pour aujourd'hui, c'était droit et comment ça s'appelle, les réglementations en télémédecine et D'accord. e-santé, puisque Mhm. je suis consultant en e-santé de base, mais Ok. je donne aussi des cours au CNAM sur tout ce qui est ressources humaines. Ah, c'est Donc bien. là, c'était pour des master 2 et pour le CNAM, c'est pour des licences. Excellent. Euh, Ah, c'est bien C'est à savoir. c'est des petits trucs comme ça où j'ai appris deux, trois petites choses, donc j'essaie de les transmettre. bon. J'ai cru que c'était de l'économie parce qu'il y a quand même une petite expertise dans le domaine. Donc, L'économie, c'est venu grâce parce que enfin, je suis toujours d'ailleurs plus ou moins conseiller d'élus et donc quand vous gérez, vous aidez des élus qui font de la gestion communale, bah, vous êtes obligé de vous plonger dans l'économie. C'est pour ça que ça m'a forcément. beaucoup fait rire tous les trucs, parce que la première question que je me suis posée, c'est tiens au fait, ils en sont où Lille sur leur l'exécution de leur budget? Ah, ok, d'accord. Excellent. Bon, bah Très bien parfait. joué. Merci à vous Voilà. trois. Merci beaucoup. Merci à Merci vous trois. encore. Dimanche, je ne sais pas si vous êtes là, mais dimanche, ce sera sur l'avortement. Donc, c'est aussi Eh ben, très épineux. je suis avorté déjà. Je suis pas là dimanche, malheureusement. Ah, bon, tant pis, tant Le pis. dimanche, je suis off. Hein, c'est famille, Mais c'est aussi un malheureusement. sujet très épineux, très important. On va essayer C'est clair. C'est clair. de discuter, surtout notamment dans certains pays où c'est fait clandestinement. Mm. C'est important aussi de pouvoir échanger avec. Il y aura d'autres personnes, des journalistes, et des femmes. Et maintenant, même des hommes, parce que l'homme peut être enceinte maintenant. Après le. Mais Alors là, ça c'est un problème. Ça ne ça ne nous regarde pas, comme diraient les ça, inconnus. Ah, Olivier, c'est dans le planning familial, hein, c'est pas moi. Ah non, Les moi, hommes. c'est à titre personnel, le problème, c'est l'hubris. Je vais employer grand mot. On est toujours Ah, sur la même problématique, c'est que la science nous permet de faire un certain nombre de choses. Maintenant, est-ce qu'il faut vraiment les faire? tout à fait. C'est déjà, enfin voilà. Après, ça permettra d'inverser la fameuse blague des proches qui disaient heureusement que pendant l'accouchement, l'homme tient la main de la femme, comme ça, il souffre moins. Mais C'est ça. Excellente blague. Hein. Très, très bon. Grand des proches. Bon, j'ai relancé le live. Moi, c'était la fin. Au lieu de voilà, terminer, désolé, on s'arrête. Allez, Belle soirée à Ciao, vous. ciao. Merci. Merci Salut. encore. Au revoir. au revoir. Hayat